L'IA est une révolution. Elle vient impacter les RH à d'innombrables endroits et vient complètement secouer la notion même d'exploitation des ressources humaines. Je ne vois pas comment la RH ne peut pas s'en emparer. Moi, je suis persuadé que cette révolution-là, qui va prendre du temps, et il y en aura d'autres après, si les RH s'en emparent bien dans les entreprises, les structures, etc., on pourra bien s'en sortir. En revanche, si on bypass les RH, je serai le premier à voir comment ça se passera. Venez avec des solutions, venez voir vos supérieurs, vos directeurs, vos CEO avec des solutions plutôt que des problèmes. Même si elle est imparfaite. Même si elle est imparfaite. En disant, là, il y a ça qui se pose devant nous. De mon point de vue, de tout ce que j'ai pu faire, j'ai réglé ça. Ça, c'est un problème où j'ai besoin de toi. Aide-moi à t'aider pour qu'on aille plus loin ensemble. Tous les DRH que je connais, si on leur avait demandé à la sortie de leurs études, est-ce que tu seras DRH? Il y en a beaucoup qui m'auraient dit certainement pas moi. Quand je fais du vibe coding, donc du vibe coding, c'est que tu développes une application avec des IA qui développent pour toi. Donc, des fois, je fais ça même avec plusieurs outils, donc à la fin, j'ai presque un staff de développeurs IA. Sympa les week-ends avec Aurélien. Tu fais quoi, chérie? Je suis en train de vibe coder là. Elle a l'habitude. Bienvenue sur Dimension RH, c'est votre nouveau podcast dédié aux leaders RH actuels ou futurs qui veulent faire rentrer la fonction RH dans une nouvelle dimension. Et c'est pour vous aider dans vos projets et vos enjeux que nous invitons des explorateurs et des exploratrices du monde de l'entreprise à venir partager leur parcours de vie ainsi que leurs meilleures pratiques du monde RH. Bienvenue sur le podcast encore une fois et bonne écoute. Aurélien, on est super content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Bienvenue sur le podcast Dimension RH, le podcast de Think I Go. Alors toi Aurélien, tu as une approche très tech des RH, tu es limite le plus tech des RH que j'ai dans mon réseau. Ton parcours brièvement de ce que j'ai vu, de ce que l'internet m'a dit, tu as diplômé de l'ESC à Clermont-Ferrand. Ouais. Ok. Rugby. Ok, c'est ça. Tu as eu une première partie de carrière dans le conseil. J'ai vu que tu as fait plusieurs boîtes de conseil. Après, tu es passé un peu dans les grands groupes, dans quelques grands groupes, notamment Pernod Ricard, LVMH. On aura l'occasion de revenir dessus. Et depuis 2016, tu évolues côté France Travail, autour de la transformation digitale et la gouvernance de la data RH. Avec, donc, moi, moi, je t'ai vraiment connu sous l'angle IA, parce que j'ai jamais vu, j'ai pas dans mon réseau quelqu'un qui poste autant sur l'IA que toi dans les RH, à part peut-être Pierre Monclos, mais c'est un contenu très différent. Du coup, aujourd'hui, ce qu'on aimerait bien voir avec toi, Aurélien, c'est plein de choses, et menu très exhaustif aujourd'hui. La première, c'est l'importance de la data chez les RH. Effectivement, tu as une approche très tech et les données, la data, on sent que c'est quelque chose qui était vraiment important pour toi et voir comment ça se matérialise. Deuxième chose, forcément, l'IA et les RH. Quel est ton retour d'expérience? On a tout un tas de questions pour toi là-dessus et on sait que tu es très sollicité sur le sujet IA. Ensuite, on sait que tu as mené un projet autour du SIRH qui s'appelle Osiris. Et tu as eu une approche assez ludique du changement. On aimerait revenir dessus pour comprendre comment est-ce que tu t'y es pris pour que ça marche aussi bien que ce que tu as et pour obtenir les résultats que tu as eus. Et finalement, prendre un petit peu de recul sur comment est-ce qu'on arrive à développer une culture tech dans une équipe RH. Parce qu'on voit que la tech se rapproche de plus en plus de l'RH. On parle de plus en plus de people analytics, de people ops, de rec ops, toutes ces notions tous ces nouveaux métiers qui émergent côté RH. Et l'ADN commun, c'est toujours la partie tech qui se renforce et qui se développe. Voilà, ça fait déjà un beau menu. Ouais. Pour aujourd'hui. On va tenter de respecter un timing d'1h30, 1h45 max. Et on va passer un bon moment. Pour commencer, Aurélien, est-ce que tu pourrais te présenter? Donc Aurélien Fenard, et ouais, à l'heure actuelle, je suis directeur de la transformation digitale et des données RH chez France Travail. Et oui, j'ai plusieurs passions, ce qu'on appelle aussi des side skills. Et ce que j'aime, c'est aussi essayer parfois de les ramener dans le travail à bon escient. Voilà, pour un peu enrichir les choses et voir les choses différemment. Ok. Et si on revient sur ton parcours, comment est-ce que tu le partages, ton parcours pro? Effectivement, j'ai fait une école de commerce et j'aimais beaucoup le rugby, donc je suis allé à Clermont et puis effectivement très vite j'ai commencé par faire de la GPEC en devenant consultant à côté parce que mon prof de RH à l'ESC Clermont m'avait un peu repéré et il m'a dit viens avec moi faire du conseil.
J'ai commencé par faire de la GPEC et puis j'ai été assez vite passionné par le côté tech et RH en faisant mon apprentissage au Crédit Agricole à l'époque, Centre France. J'ai fait un des premiers e-learning à l'époque, donc ça c'était en 2003. Donc des e-learning internet, il y en avait encore très peu, hein, vraiment. C'était tout nouveau. C'était sur les assurances ARD à l'époque. Donc incendie, accident, risque divers. Et ouais, on avait construit ça. Et en fait, depuis, ça m'a jamais quitté. Voilà, la passion pour la tech, pour le learning et pour la transfo, quoi. Et après ça, l'idée, ça a été un peu une boussole pour tout mon parcours. Et c'est comme ça que je me suis naturellement orienté vers le conseil pour prendre de l'expérience. J'ai commencé chez CSC Pitt Marwick à l'époque, ça s'appelait comme ça. Maintenant ça s'appelle DXC, c'est devenu CSC Pitt DXC. Donc j'ai fait à peu près 5 ans. Ensuite je suis allé chez Accenture. Effectivement, et pareil, j'ai continué, donc fait beaucoup de grands groupes du CAC 40, beaucoup d'implémentation de SIRH, mais aussi de manières d'accompagner différentes. Et puis aussi, ça m'a permis de vraiment m'imprégner d'énormément de grands groupes, de comprendre que ce qui est valable pour un groupe n'est pas valable pour l'autre, mais par contre, on peut réutiliser des choses packagées. Voilà, donc c'était assez intéressant. Et oui, après, je suis parti chez un de mes clients. Ok, j'allais dire juste sur le conseil. Ouais. T'es arrivé jusqu'à quelle étape? J'étais manager chez Accenture. Okay. Ce qu'ils appellent directeur de mission. Hein, et ouais, je me suis arrêté là chez Accenture. Et qu'est-ce que tu retiens en fait, je vois que tu as fait quasiment 10 années dans le conseil. Ouais. C'était quoi les plus grands apprentissages que tu as eu Alors, d'un point de vue personnel, moi j'ai énormément appris parce que effectivement tu vois une diversité de grands groupes assez incroyable, mais aussi de culture, de manière de faire, etc. Et du coup ça permet d'être assez agile après, et même quand on arrive chez un client par la suite, etc., on sait tout de suite recevoir les codes, comprendre ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, comprendre un peu la stratégie, et tout de suite on est en capacité de s'imprégner énormément. Et après, si je devais donner un conseil aux jeunes, c'est un peu une catapulte en termes de carrière, puisque effectivement, alors c'est pas toujours vrai, mais généralement qu'on a fait 10 ans dans le conseil, qu'on est manager, senior manager, on arrive directement à des postes qui sont quand même des postes d'exécutifs dans des grands groupes, tu vois. Et par exemple, quand je suis arrivé chez Pernod Ricard, j'étais directement responsable du SIRH Group, tu vois. Okay. Ah ouais. Voilà. Donc effectivement, c'est là où c'est assez intéressant, c'est que tu peux avoir des passerelles, et aussi l'agilité que tu as apprise, elle te sert directement dans des postes à plus grande envergure, et ça te permet d'avoir cette agilité politique, cette agilité stratégique déjà alors que tu es encore jeune. Mais par contre, effectivement, j'ai jamais compté mes heures, et parfois c'était les pompiers qui nous viraient des tours de la Défense où on travaillait un peu tard, mais aussi c'est parce qu'on avait un bon état d'esprit et qu'on se sentait bien. Mais donc ouais, t'as une vraie catapulte en termes de carrière, puisque si tu rentres directement à ta sortie d'école et que tu gravis les échelons, au bout de 10 ans tu seras pas parce que voilà, t'aurais pas eu le poste que t'as eu à Pernod Ricard. Exactement, ouais. Est-ce qu'il y a des compétences Vas-y. Ouais, les compétences, deux choses. Un, tu as acquis des compétences, mais en mode ultra rapide. Et surtout, il y a quelque chose qui intéresse énormément les grands groupes quand ils te recrutent, c'est qu'ils recrutent aussi quasi un benchmark permanent. C'est-à-dire, tu sais comment ça se passe dans tous les groupes équivalents. Comment ça se passe dans le secteur de la santé, comment ça se passe dans le secteur, des banques, comment ça se passe dans le secteur de l'énergie, des FMCG, etc. Donc tout ce qui est grande consommation, etc. Voilà, et ou grande distrib, ou tu vois, ou tech, des boîtes de tech. Comment ça se passe, et ça les passionne, parce que tu es quasiment un benchmark en live, et puis en plus tu as vu comment tous les autres font.
tu sais par exemple, si t'es un RH, t'arrives, tu mets en place c'est quoi leur vision sur comment, je sais pas, quelle méthodologie de pesée de poste ils ont utilisé, comment ils ont traduit ça dans les systèmes, c'est quoi la roadmap digitale, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas du tout marché. Ça c'est vraiment le plus important, t'as complètement raison, c'est les fails. C'était quoi les fails fast, qu'est-ce qu'ils ont appris, qu'est-ce qu'ils n'ont pas appris. Et ça, c'est quelque chose que, une fois qu'on a pu, en arrivant directement, on continue à se parler les uns les autres. Parce que s'il y en a un qui fait un fail fast, t'es très content de l'apprendre pour pas le faire. Moi, sur certains échanges avec des collègues, je sais que sur des projets, j'ai peut-être déjà gagné 1 an. Ah ouais, c'est clair. Et moi, je pense avoir fait gagner quelques années à d'autres personnes aussi, en disant, ça, on l'a fait. C'est mort, n'y va jamais. Par contre, ça fonctionne. Et voici comment on a fait. On se partage. Donc c'est hyper important. C'est hyper important. Il y a d'autres compétences clés que tu as appris pendant ces 10 ans de conseil que tu te dis, ça, je l'aurais jamais eu sinon et c'est hyper précieux aujourd'hui. La posture, on parle beaucoup de posture. C'est un peu à la mode en ce moment. La posture de client interne et de fonction support un peu au service d'eux. Vous avez vu récemment, on est passé de RH, de fonction RH, maintenant on parle de business partner. On parle même de business player. Business player, business partner, c'est-à-dire que on n'est pas un coût fixe, on n'est pas là pour vous embêter, on est là en soutien de la boîte, en soutien de la stratégie, en soutien de l'opérationnalité pour que les choses marchent, que la bonne personne elle soit au bon endroit le plus vite possible. Et je pense que quand on a fait suffisamment de temps dans le conseil, on apprend aussi à se taire, à écouter et à prendre ce qu'il y a à prendre et puis à rendre service. À livrer de la valeur en fait, parce que si on livre pas de valeur, on saute très très vite. On n'est pas une équipe qui est ancrée et du coup qui fait mon équipe fonctionne comme ça, tu travailles avec moi si tu as envie de travailler. En tant que consultant, moi ce que je remarque c'est il faut livrer de la valeur et du coup ton client interne, tu te poses vraiment la question de quoi il a besoin, chose c'est peut-être pas forcément aussi évident quand c'est ton équipe et tu dois accompagner des managers ou d'autres personnes quoi. Quand tu as appris à travailler sans filet, comme tu le dis, si t'es consultant, t'es pas au niveau, tu te fais sortir, c'est pas un drame, tu te fais sortir, tu repars sur une autre mission. Bon, on va pas se faire sortir 30 fois non plus, hein. Mais du coup, c'est quand même un peu une mauvaise pierre sur ton chemin dans le conseil. Donc, le sujet, c'est de pas te faire sortir et puis de délivrer de la valeur, comme tu le dis, hein. Il y a pas et puis de la délivrer vite, c'est-à-dire qu'il y ait des quick wins et puis de la valeur long terme. Et ça doit être parce que t'as un coût quand t'es consultant, surtout quand t'es manager, c'est un certain coût. Donc chaque moment où tu parles, ça doit être t'as quasiment un sablier à côté quoi. Donc effectivement, ça qui n'est pas vécu par d'autres personnes en entreprise, quand toi tu es habitué à faire de la slackline sans filet dessous, t'as l'habitude d'être quand même agile et là avec ce filet là en plus parce que t'es salarié après, t'es quand même plus tranquille, mais t'as ce réflexe que t'as appris et tu es habitué à j'ai envie de dire aussi à régler des problèmes. Parce que des fois, pour que ta mission quand t'es consultant elle réussisse, faut que tu règles plein de problèmes qui sont autour. Et en fait, ça te permet de sortir un peu des silos. Faut pas trop sortir de ta zone, de ton périmètre d'action, mais t'es aidant parce qu'en fait t'aides le business parce que tu vas gérer des problèmes beaucoup plus larges, y compris de politique, pour réussir à faire avancer les choses. Et ça, c'est très apprécié parce qu'en fait, on a juste envie que tu règles des problèmes et que ça avance. On n'a pas envie que les uns et les autres se prennent la tête, quoi. J'aime beaucoup, ça fait écho avec une mission que je fais en ce moment où le problème c'est que les collaborateurs remontent des problèmes mais ne règlent pas les problèmes. Et justement, ils aimeraient bien que les problèmes soient réglés en autonomie par les collaborateurs et pas juste remontés. Et un DRH, il a besoin de quoi ? Il a besoin qu'on lui règle des problèmes. Il a déjà suffisamment de problèmes comme ça. Et je pense que ça, c'est aussi une posture à adopter. Si je devais peut-être donner des conseils, c'est régler les problèmes
de l'activité qu'on vous demande de prendre en charge et régler les problèmes. Enfin, venez avec des solutions, venez voir vos supérieurs, vos directeurs, vos CEO avec des solutions plutôt que des problèmes. Même si elle est imparfaite. Même si elle est imparfaite. En disant, là, il y a ça qui se pose devant nous, devant ce que tu m'as demandé de gérer. Moi, de mon point de vue, de tout ce que j'ai pu faire, j'ai réglé ça. Là-dessus, ça, c'est un problème où j'ai besoin de toi. Aide-moi à t'aider pour qu'on aille plus loin ensemble. Et voilà, le directeur, le dirigeant, il a envie d'aller plus loin avec toi ensemble. Tout simplement. Top. Ça c'est ta partie. Non, mais ça, c'est ce que tu mets derrière l'étiquette posture. Donc, c'est ce que tu as appris dans tes 10 ans de consultant. Ensuite, tu t'es fait internaliser, comme on dit, en grand groupe. Donc, Pernod Ricard dans un temps 1 sur responsable SIRH, tu disais. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on a mis en place. Moi, je suis arrivé très vite sur un programme de transformation. Et ça veut dire quoi un programme de transformation? La directrice de l'époque du SIRH partait en congé maternité. Et du coup, j'ai commencé par une mission là-bas en fait, et après j'ai été pérennisé suite à la mission. Et donc j'ai eu 2-3 jours pour arriver lors d'un go live et reprendre un peu les rênes du projet, mais qui était bien, qui avait de bonnes bases, avec vraiment de belles équipes, une très belle ambiance, très belle boîte. Pernod Ricard, vraiment un vrai plaisir de bosser pour eux, et c'est parti assez vite, et en fait je suis resté le projet peut-être au bout de 6 mois je suis resté. Le DRH m'a dit ce serait bien que tu restes avec nous. Je dis avec plaisir, parce que c'était assez dans mes valeurs personnelles, le groupe, et effectivement c'était quoi à l'époque une transformation? C'était vraiment mettre en place toute la digitalisation du développement RH, avec des outils permettant de effectivement digitaliser les process, parce que c'était vraiment un boom du digital. Ouais, c'était il y a un peu plus de 10 ans. Ouais, c'était le boom du digital. On commençait vraiment à parler beaucoup de digital. Et je suis rentré même d'un point de vue plus large dans ce qui s'appelait à l'époque la Digital Acceleration Team, pour vraiment booster chacun notre métier grâce au digital, et aller plus loin, et apporter vraiment, comme je disais tout à l'heure, de la valeur et de l'amélioration des process RH. Ok. Et ensuite, donc c'était la grande époque du SaaS aussi. C'était quelque chose qui était très nouveau. Hein. Donc on changeait la relation avec l'éditeur, on mettait des datas dans le cloud. C'était pas encore. C'est vrai que c'était le début du cloud à ce moment-là. Voilà, donc c'était le boom du cloud, c'était le boom du digital, c'était le boom de tout ce qui était self-service. On commençait un peu à parler de personal branding, etc. Avoir à cette époque-là un outil où on avait sa photo et on était au centre des process RH, où on arrivait dans son espace personnel. C'est des choses qui étaient là, mais ça commençait, quoi. Hein. C'était aussi un peu le début de tout ce qui était les réseaux sociaux d'entreprise, etc. Donc il y avait vraiment mais moi je peux parler comme je veux dans mon entreprise, je peux montrer ce que je fais, je peux faire je peux ajouter plein de side skills, je peux faire rentrer l'externe. C'était vraiment une période assez passionnante de transformation pour les RH, qui changeait un peu la donne, ouais. La grande époque avec Yammer, du coup. C'était tous ces... Ça ne rajeunit pas. Ok, et après, t'as assez vite arrivé côté France Travail. Ouais, après, donc j'ai fait quand même 3-4 ans chez Pernod Ricard. Après, je suis passé 1 an chez LVMH comme responsable de la data RH Monde. Ok. Au niveau du groupe. Au niveau du groupe, voilà, fallait consolider plus de 800 entités à l'époque, et c'était hyper intéressant. Mais après, j'ai cette opportunité-là qui est arrivée chez France Travail, et j'étais hyper content d'y aller, parce que c'était vraiment... Pernod Ricard fait aussi un peu partie de groupes de luxe sur certains sujets, et après ce passage dans le luxe, j'avais vraiment envie de passer sur quelque chose qui était de l'impact auprès de la société, de l'impact
auprès voilà d'aider un peu socialement et je me suis dit ça me plairait bien de rejoindre ce qui était Pôle emploi à l'époque. Oui. Et en et il y avait- 2016. ouais, et il y avait une formidable transformation digitale de Pôle emploi qui était assez impressionnante. Et du coup, j'étais très content de rejoindre l'aventure. Ouais. Ok, t'as fait quasiment 10 ans là-bas. Là, Enfin, ouais, ça va faire 9 ans. Ouais, 9 ans. et alors aujourd'hui, quel est ton rôle là-bas? Aujourd'hui, je suis directeur de la transfo digitale et de l'exploitation des données RH. Donc, je m'occupe à la fois de tous les systèmes RH. Je m'occupe également de tout ce qui est recherche, innovation autour de la RH. Et je m'occupe aussi de tout ce qui est data et exploitation de la donnée. J'ai une équipe carrément entre guillemets métier dans l'exploitation de la data. C'est des experts en fait à la fois métier, à la fois en droit du travail, etc., et à la fois en outils pour bien exploiter la donnée. Et donc j'échange beaucoup avec des ministères de tutelle, etc., qui nous commandent beaucoup de choses. Voilà. Juste pour qu'on se rende compte de la complexité, ça fait combien de personnes que tu as dans ton équipe? J'en ai une trentaine et en fonction, quand on a des gros projets comme France Travail, ça peut monter avec des experts métiers et des consultants, on peut monter à 60. Ok. 60 voire 70. C'est une bonne transition pour parler le premier axe qu'on voulait explorer, la data RH, son importance, sa place, comment tu l'as pris. Nous, on a remarqué que il y avait des niveaux très disparates entre les entreprises sur la capacité à sortir de la bonne donnée, à bien la prendre en compte, à avoir le bon environnement pour pouvoir l'extraire. En quoi c'est important pour toi? C'était quoi le contexte quand t'es arrivé? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Le contexte, quand je suis arrivé, les choses étaient plutôt bien gérées. Il y avait des systèmes, il y avait un système qui fonctionnait, qui était, la base applicative était concrète et fonctionnait, mais par contre elle devenait un peu obsolescente. Donc le sujet, c'est quand je suis arrivé, déjà il y a eu un gros projet de mise en place de toute une suite de développement RH, donc de talent management comme on dit, donc vraiment pour remettre dans un socle en SaaS toute la partie effectivement évaluation de carrière, formation, recrutement, etc. Juste pour clarifier, parce que ça on l'utilise depuis tout à l'heure, donc ça c'est les abonnements que tu payes au mois le mois par usage. Oui, c'est ça. Tu payes pas comme le modèle d'avant, c'était tu payais une licence que tu avais ad vitam en fait, et tu utilisais ta licence. Il fallait la remettre à jour et la faire évoluer. Oui, et puis ton logiciel, etc. était chez ta DSI. Ouais, chez toi. Hébergé à par la maison, ta DSI, ouais. voilà. Donc sur intranet, etc. Alors que là, tout est dans le cloud, sur internet, et certes complètement sécurisé, mais c'est quelque chose qui, même encore à l'époque, je crois que c'était un des premiers projets complètement full SaaS de cette importance. Okay. Voilà, parce que c'était encore des choses qui n'étaient pas d'un point de vue sécurité, etc., qui sont quand même qui restent complexes à gérer, mais qui sont vraiment intéressantes. Et le sujet, si tu veux qu'on développe un peu là-dessus, effectivement, c'est moins long à mettre en place, t'es plus agile. Et c'est plus du paramétrage, donc il y a un changement de paradigme aussi, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de choses qui se faisaient dans les équipes SI qui peuvent venir se faire dans les équipes métiers ou transfo digital RH, parce que tu vas être plus sur du paramétrage et faire du paramétrage de processus que du pur développement tech. Okay. C'était un vrai changement aussi de responsabilité entre DSI et AMOA et CRH, transfo digital, quoi. Comment ça a évolué votre manière de gérer la data, de faire de la gouvernance? C'est quoi les chantiers que t'as mis en place? Les chantiers que j'ai mis en place, ça a été déjà le premier, ça a été de créer une gouvernance RH, parce qu'à l'heure actuelle de la data RH, parce que par exemple à l'heure actuelle, on a environ
au moins 20 grosses applications SIRH, et le SIRH est généralement le deuxième gros chantier tech d'une boîte. Je pense que ça l'est pour France Travail aussi, et surtout nous on alimente plein de choses dans le SI finance, dans le reste du SI de France Travail. On automatise énormément de choses, etc. Donc forcément, quand on a déjà, ça a été de mettre en place le master data. Ok. Donc, c'est quoi un master data? Un master data, c'est vraiment la source unique de toutes tes données, la Pravda, celle qui va faire foi et qui dit la vérité, c'est ça. C'est saisi. Donc ça peut être soit quand on fait de la consolidation comme un grand groupe décentralisé comme Pernod Ricard ou LVMH, ça peut être quelque chose où tu vas venir faire de la centralisation en remontée de différentes filiales, soit ça peut être comme chez moi, qu'on est une seule grosse entité d'un point de vue SIRH, c'est celle qui va aller distribuer toutes les données ailleurs. Et c'est cette donnée-là qui doit être la bonne, puisque quand on va aller vérifier si la donnée est toujours bonne, etc., ce sera toujours ta valeur de référence. Et en fait, ce qui est hyper important à comprendre, c'est qu'en fait, un SIRH, c'est un peu comme un cycle de l'eau. C'est-à-dire que tu vas avoir l'eau, je sais pas, elle va tomber des nuages, elle va ruisseler, elle va s'imprégner dans les champs, elle va couler dans des ruisseaux, elle va couler dans des fleuves, elle va peut-être être utilisée par l'homme, etc. Elle va être rejetée, ça va se réévaporer, etc. C'est exactement pareil pour la data RH. C'est-à-dire si j'embauche quelqu'un, je matérialise cette embauche-là dans mon master data management. Là, je vais avoir une interface qui va amener ces données-là vers un outil de gestion des temps, vers un outil de gestion du développement RH, etc., etc. Imagine, donc ça va faire déjà plusieurs outils, et à un moment, par exemple, je vais avoir une promotion. Donc augmentation, changement de coefficient ou de grille, d'échelon, de ce que tu veux. Et à un moment, cette donnée-là, elle va revenir par des tuyaux dans mon système de master data management pour mettre à donner. Et donc, si à un moment, ma donnée, en termes de qualité, en termes de timing, en termes de sécurité, en termes d'intégrité, elle est dépréciée ou il y a un problème, je suis obligé d'intervenir. Ça prend du temps. Et je peux pas tout automatiser. Et ensuite, ça c'est la première chose. Donc déjà, si j'ai pas une bonne gouvernance des données, que j'ai pas mis du pilotage, des contrôles, des choses qui peuvent s'automatiser, je vais avoir des problèmes partout. Et donc je vais pas être crédible d'un point de vue des utilisateurs parce qu'il va y avoir toujours des erreurs, etc., etc. Et deux, je pourrais pas bien automatiser ce que je veux. C'est-à-dire que des fois, quand on a un bon socle de données avec des données qui sont fiables, forcément, tout ce que je vais bâtir avec ça va être fiable. Donc, par exemple, tout ce qui va être le reporting, etc., plus j'ai des données de qualité, moins je passe de temps en retraitement. Deuxièmement, je peux avoir beaucoup plus d'automatisation. On est dans une période d'hyper-personnalisation. Vous l'avez vu, vous le voyez au jour le jour. Donc, plus on a des données fiables, plus on peut répondre à cet enjeu de hyper-personnalisation. Et puis ça paraît simple, dit comme ça, mais c'est hyper complexe derrière. C'est déjà hyper complexe quand tu as une bonne base de données avec des données propres, mais si tu n'as pas des données propres, en fait, c'est impossible. C'est pas possible. Donc en fait, tu te scies la branche sur laquelle tu es assise, donc tu es obligé de travailler dessus pour avoir une super base. Justement, nous on a vu certains contextes d'entreprise dans lesquels j'aimerais te placer, faire une simulation. Demain, alors tu vas pas quitter France Travail, on rassure tous les gens qui travaillent à France Travail, mais tu rejoins une autre entreprise où le DRH se dit mais en fait moi ma data RH je lui fais pas confiance, je fais pas le figure en Comex parce que mes data je suis pas sûr de ça, mes équipes elles souffrent parce que justement elles sont avec des tableaux Excel dans tous les sens. Il y a peut-être des SIRH un petit peu différents. C'est quoi ta feuille de route en tant que bon consultant, tes premiers réflexes pour mettre en place une gouvernance data RH, ce serait quoi
les 3-4 premières étapes que tu mettrais en place? Première étape, faire une cartographie des processus, de la cartographie SIRH pour comprendre de la data, où est-ce qu'elle est produite, où est-ce qu'elle est recueillie, où est-ce qu'elle circule, et déjà avoir une vue macro de tout ce qui se passe pour comprendre d'un point de vue systémique comment ça fonctionne. Ensuite, prendre les bonnes décisions, et ça faut s'accompagner, donc faut soit prendre un cabinet de conseil, soit faire ce que j'ai fait. Moi, j'ai carrément nommé quelqu'un dans mon équipe, c'est-à-dire que la digitalisation m'a permis d'économiser certaines tâches qu'on faisait avant, et j'ai pu créer à d'autres postes, donc dont ce poste-là qui s'occupe full de la gouvernance. C'est quoi l'intitulé de poste que tu as créé? Responsable de la gouvernance des données RH, tout simplement. Et le sujet, c'est bien quand c'est écrit sur. Et donc le sujet, du coup, pour vraiment, parce que ça prend un certain temps, cette fiabilisation, à mettre les bons tuyaux en place, à comprendre pourquoi là on a des écarts de données. Ça veut dire quoi, ça prend un certain temps? Ça peut, enfin, après ça dépend de la taille du SIRH en question, puis ça dépend d'où on part, mais je sais pas, ça peut peut-être prendre 6 mois ou 1 an en fonction de où est ton point de départ, et après ce que tu veux développer. Et donc ensuite, on va pouvoir commencer à mettre des garde-fous, c'est-à-dire, elle fait tout un cycle. Petit à petit, tu fais ton premier cycle. Tu dis, là, j'avais des écarts, j'avais des choses. J'ai mis en place des correctifs pour plus générer des écarts. J'ai mis en place, je sais pas, de la surveillance de tes flux. Donc, tu peux avoir je vais essayer de parler en français, mais je vais dire monitoring, mais en fait. Non, mais tu reprends ta métaphore, tu mets des barrages pour bloquer l'eau et voir si elle est toujours qualitative. Après, tu mets un barrage. Exactement. Et à chaque fois, petit à petit, tu construis comme ça, et tu sécurises jusqu'à la fin. Puis au bout d'un moment, quand ça revient, tu sais que t'es bon quand t'as bouclé la boucle et que tu vois que t'as toujours les mêmes données, quoi. Un peu t'as comme un bilan toujours les mêmes comptable, données, ou que la seule donnée que t'as augmentée, par exemple ton salaire et puis le poste, et quand elle retombe, tu vois bien que les deux seules choses qui ont été mises à jour, c'est exactement ce que tu voulais. Donc ça déjà, c'est dans un premier temps. Mais après, il y a aussi suivre ça. Donc en fait, tu dois suivre dans le temps pour voir quand, par exemple, tu fais des évolutions, etc., qu'il n'y ait pas d'impact pour venir redégrader ta qualité des données, parce que des fois, ça se voit quasiment pas. Une fois, ça m'est arrivé d'avoir 99,9% d'une interface qui fonctionnait. Donc c'est hyper difficile à voir si t'as pas des reporting automatiques qui vont te permettre de voir les écarts, etc. Mais sur plusieurs dizaines de milliers de personnes, si tu le vois pas pendant un mois, à la fin, ça peut faire peut-être 1000 dossiers décorrélés, et ça prend du temps. Donc là, il y a la métaphore de la fuite d'eau. La fuite d'eau, exactement. Et ouais, exactement. Ou alors la pollution, c'est même plus une pollution dans ton cycle de l'eau, où après tu sais pas très bien ce qui est pollué, et c'est très difficile. Il faut revenir à la source de la pollution pour que ensuite, et donc il y a tout ça. Puis après, comment, une fois que tout ça c'est en fonctionnement, je vais pouvoir montrer que on va seulement pouvoir changer les choses. Parce que venir voir un DRH en disant ça y est, toutes les données elles sont parfaites, elles sont mises en bon cycle de l'eau, tout est nickel, etc. Le RH il va dire so what? Maintenant il faut le dire, maintenant on va pouvoir construire de la valeur dessus. Construire de la valeur, on va pouvoir faire du reporting, ce que j'appelle plus proactif. Ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est-à-dire de la data vise. C'est quoi les principales tableaux de data vise que t'as partagé, où tu dis ça leur a changé la vie à mes équipes? Pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, il y a les tableaux Excel qui fonctionnent partout et tout. Le sujet, c'est à l'heure actuelle, un codir RH, il va se poser des questions, et on va faire une demande, et une semaine après, on va avoir les résultats de la demande, et on va prendre la décision. Le problème, c'est la semaine après. Là, si tu as des bonnes data, tu peux alimenter une solution de data vise. Tu changes les filtres et tu l'as en live. En fait, c'est même toi qui penses les besoins qu'auront, parce qu'il y a
peut-être 90% des besoins, c'est toujours les mêmes. Combien j'ai de personnes qui sont dans cette catégorie-là, dans cet endroit-là, qui sont comme ça et qui sont comme ça. Et ben ça, avec de la data vis, tu le pousses directement à tes décideurs. Et en fait, en faisant un peu de ce qu'on appelle du drill down, c'est en mettant 2-3 filtres, ils peuvent avoir directement leurs résultats. Et donc, qu'est-ce que tu as fait? Tu as ramené la prise de décision au plus proche de la data, mais surtout au plus proche du besoin business. C'est-à-dire que ta qualité de la data, elle permet de dire, on prend la décision maintenant dans ce codir-là, pas dans le codir de la semaine d'après. Et en plus, tu décharges tes équipes de faire du reporting qui n'a pas d'intérêt. Donc, ils peuvent produire des études à plus forte valeur ajoutée. Après, il n'y a pas de bon tableau de bord comme ça à avoir. C'est plutôt d'essayer de recenser. Ça peut se faire avec ou sans l'équipe dirigeante RH, notamment. Mais là, ce qui est bien, c'est que moi, quand j'ai mis en place ce tableau de bord-là, ces data-là, c'est à tous les décideurs que je l'ai distribué. Mais je l'avais fait aussi j'avais commencé à le faire chez LVMH et chez Pernod Ricard aussi. Parce que je suis tellement persuadé que là, on devient un vrai business partner. Il y a quelqu'un qui est dans la vente, un décideur dans la vente, dans la finance, etc., qui a besoin de chiffres RH, il les a de suite. Là, on devient un business partner, on ne devient pas un frein, quoi. Je suis d'accord. En fait, le terme business partner, pour bien se l'approprier, pour moi, c'est j'aide mes clients internes à prendre des décisions et à piloter leur stratégie. Et je suis là pour leur faire gagner des semaines, quoi. J'arrive avec le bon niveau d'information au bon endroit, voire même avec mes préconisations. Et la personne, elle peut après choisir entre le 1 et le 2. Est-ce que, en tant que directeur marketing, je peux recruter, je peux pas recruter? Tout ça, c'est des informations, je pense, hyper importantes. Et aujourd'hui, on est capable en tant qu'RH de les porter. Mais ça veut dire que... Mais on est capable de les porter, mais en proactivité. C'est-à-dire que je suis capable de vraiment pousser la data au lieu qu'on aille la rechercher. Et pour te dire, le tableau de bord incroyable, ça dépend des besoins du métier. Donc, business partner. Et moi, ce qui est intéressant, c'est de se dire, c'est quoi le set d'indicateurs, l'ensemble d'indicateurs qui va être important pour les dirigeants d'une boîte, et comment je peux déjà leur préservir, parce que je sais que ça va être 80% des demandes. T'as un exemple de moment où t'es arrivé avec de la data de manière proactive et t'as vu un peu un moment eureka chez ton client interne pour dire j'en ai déjà eu parce qu'en plus il y a un côté ludique dans le data storytelling, dans la data vise, c'est que il y a presque un côté gameplay. Parce que tout de suite, t'arrives pas sur des tableaux Excel à rallonge. T'as tout de suite quelques filtres, une carte de France ou des graphiques. C'est aussi la data vis, c'est aussi penser, parce que c'est une culture qu'on n'a pas beaucoup, mais penser les meilleurs graphiques pour démontrer de la manière la plus intuitive le fait ou l'indicateur. La meilleure manière de valoriser la data avec le bon graphique, si tu veux. Le bon format. Avec le bon format. Donc, tu te mets vraiment à la place de la personne qui va consommer, qui est pas forcément statisticienne, pour être en capacité de faire passer le message, mais de la manière la plus fluide possible. Donc, tu te mets vraiment dans la peau, tu vois, tu te mets dans Steve Jobs quand il a sorti l'iPhone avec les, voilà. Exactement. C'est vraiment, et donc c'est vraiment de la pure, expérience utilisateur de la data. Pour que ce soit comme un enfant qui sait ouvrir un iPhone, là, faut que ce soit pareil. Et quelquefois, et ça m'est arrivé plusieurs fois, je veux pas forcément citer les cas exacts, je m'en rappelle très bien, c'est quand des personnes justement ont fait la data discovery, parce que du coup ils jouent avec. Data discovery, c'est en fait, vu que t'as un peu un gameplay, c'est presque un jeu de jouer avec ces datas là, surtout c'est sur des applications smartphone, etc. Et là le sujet, c'est des fois tu fais des croisements que t'aurais jamais demandé. Et là tu découvres des faits statistiques ou des chiffres que vu que tu les aurais demandé, mais sauf que ils te sautent aux yeux. Et une fois, c'est arrivé
dans un grand groupe avec une filiale où il y a eu des croisements, puis à un moment il y a eu une moyenne d'âge qui est apparue, qui était un peu en mode warning rouge, parce que sur des personnes qui ont un savoir-faire incroyable, pas du tout remplaçable en 3 mois, etc., ils étaient quasiment tous très très près de la retraite. Et donc ça a permis de dire attention, là on doit avoir un plan de recrutement, faire monter des juniors sur plusieurs années ou des expérimentés sur plusieurs années pour qu'ils récupèrent tout le savoir-faire, parce que sinon on laisse partir une partie de notre knowledge management. Enfin, on n'a pas de knowledge management, quoi. Ouais. Okay. C'est assez incroyable de se dire waouh, on n'aurait peut-être pas vu venir le truc si on n'avait pas mis ça en place. Petite question, ça veut dire que dans ton équipe RH, tu as des UX potentiellement, des data analysts, data scientists, des rôles comme ça? Alors oui, j'ai des personnes qui pensent un peu avec moi la manière dont on va pouvoir délivrer les choses pour que le message soit le plus limpide possible. Ok. C'est important. Ok, trop bien. Et dernière question sur la partie data, par rapport à l'acculturation des équipes. Donc la data, c'est un sujet relativement nouveau, ou en tout cas qui est en train de prendre de l'ampleur dans les sphères RH. Les RH ne sont pas forcément formés. Donc on donne tous les deux des cours à un IAE. Donc là, on sent que la nouvelle génération est clairement à fond là-dessus. Mais il y a aussi... est-ce que toi, tu as eu besoin d'acculturer tes équipes à l'importance de ça, le côté être proactif est-ce que tu les as formés à la data vise, l'utilisation des outils, ou alors tu arrives dans un cas où c'était déjà un réflexe pour tout le monde? C'est une excellente question. En fait, quand on met en place de la gouvernance de données, etc., et qu'on commence à avoir c'est pas toujours compris, mais quand on commence à avoir les premiers quick wins qui passent, les interfaces beaucoup mieux sécurisées, etc., les équipes, à la fois métier, SI, SIRH, etc., elles voient le temps de travail économisé. Ouais. Les questions en moins qui arrivent, de où ça vient ce problème-là, la rétro-ingénierie pour trouver le truc, mais pourquoi j'ai jamais saisi ça, enfin les échanges entre équipes qui servent à rien, les mails qui font monter... tout ça, en fait, on s'en aperçoit très vite. Donc, en fait, très vite, les équipes, elles deviennent sponsors elles-mêmes de ça, et après, elles ont le réflexe de dire on va aller voir un tel ou un tel, on va tout de suite aller le voir parce qu'on sait que lui, et donc ça crée des réflexes, et c'est un cercle vertueux en fait. Génial. Et en fait, ça parle de soi-même. Tu vois, il faut faire un peu d'accompagnement au début, mais après c'est un truc qui s'auto-alimente. C'est un peu comme un outil qui est tellement bien que t'as même pas besoin de le dire achetez-le. C'est les gens qui viennent te voir en disant comment est-ce que je peux faire la même presse que Jérôme qui l'a fait et qui a envoyé c'est ça, un truc parce qu'en incroyable, fait ils deviennent tout de suite sponsors, parce qu'en fait ils peuvent avancer sur des projets qui les passionnent et pas en permanence sur du run qui ne fonctionne pas, quoi. Et c'est un peu pareil, on a fait pareil aussi avec tout ce qui est la conformité, puisque quand on a beaucoup il y a toute la mise en conformité, donc le RGPD. Le RGPD, là où il faut faire évoluer les mentalités, et je pense que c'est un truc que j'ai aussi réussi à faire, j'en suis ravi, c'est de dire en fait c'est la norme, c'est normal, ça doit être conforme. C'est pas je fais mon projet et puis à la fin je vais voir les trucs de la CNIL, là, ça me casse les pieds, etc. C'est déjà, je commence le projet, je l'inclus dedans. Donc et puis c'est un principe du RGPD, le privacy by design. C'est donc comment je vais faire ce qu'on appelle les AIPD, donc analyse d'impact sur la protection des données. Donc tout mon projet, je vais sécuriser pour pas qu'il y ait de fuite de données pendant mon projet, les bases de tests, les reprises, etc., les recettes. Et ensuite, quasiment, il faut que le jour où ça part, ça soit conforme. Voilà. Et donc ça, c'est hyper intéressant aussi de se dire, mais c'est plus quelque chose qui arrive après, qui est pénible, on s'y prend dès le départ. Exactement pareil pour la donnée. La donnée, d'habitude,
on fait son projet, puis après, on va voir comment on va pouvoir faire du reporting. Non, c'est penser ce qu'on va avoir besoin en indicateur et de reporting pour que dès le début du projet, on embarque les bonnes données, parce que le pire, c'est d'arriver au bout du projet, que ton DRH te demande des indicateurs et de dire, on n'a pas pensé à embarquer la donnée là. Nous, c'est aussi ce qu'on propose à nos clients au début, c'est quand on cadre, c'est quel est l'objectif par rapport à ce projet, quel est l'objectif qu'on se vise, et du coup, pour savoir si on y est arrivé, on en est où aujourd'hui, c'est quoi la data aujourd'hui, par exemple, en temps qu'on passe pour recruter quelqu'un, ou recruter de manière générale, peu importe, quel que soit le KPI. Et du coup, aujourd'hui, on met, je dis n'importe quoi, 3 mois, et à la fin du projet, on veut qu'on mette 1 mois, par exemple. Et du coup, de se poser dès le début de quel KPI on va suivre et quel est le niveau qu'on attend sur chacun de ces KPI, c'est clé, quoi. Et on voit encore beaucoup de projets qui se lancent comme ça en disant ce serait bien qu'on revoie notre ATS, et on sait pas quel KPI il faut suivre dès le début, et du coup on n'a pas de focus quand on va choisir notre ATS. Donc ça c'est un peu comme étonné. Quand tu construis une maison, pour faire une autre métaphore, si t'as pas pensé à inclure tel truc ou tel truc ou tel truc dès le départ, tu sais qu'après ça va être un projet dans le projet de récupérer ce que t'as pas pu, ce à quoi t'as pas pensé dès le départ. Et donc là, on sait qu'on perd du temps, on perd de l'efficacité, et pour le coup, on n'est pas le business partner qu'on voulait être. C'est clair. Et ça rejoint un réflexe de consultant, qui est de dire, parce que quand les clients expriment un besoin, c'est rarement le vrai besoin qu'attendu. Donc c'est de se poser la question, c'est quoi tes critères de succès? Qu'est-ce qui te ferait dire que mon intervention serait réussie? De mettre des mots et des chiffres idéalement dessus. Et ça permet c'est quoi l'intention, à quoi ça va servir? Et le fait de mettre des données derrière, ça permet de tous aller dans cette direction-là. Et ça le rend explicite. Sinon c'est implicite, c'est ambigu. Du coup c'est sujet à interprétation. Et ça c'est aussi un réflexe de consultant, c'est toujours clarifier la destination. Et maintenant ça va encore plus loin. Puisque maintenant il faut aussi embarquer on a parlé de la qualité de la data jusqu'à maintenant, mais il y a un autre truc qui vient, qui est gros comme l'éléphant au milieu de la pièce, c'est l'IA. Et effectivement, il faut avoir les bonnes données pour ensuite bien automatiser avec l'IA de la bonne manière, en respectant le RGPD, l'IA Act, etc. Donc tout ce qu'on peut prendre au début du projet, formaliser, etc., c'est des choses qui vont pas s'allonger par la suite. Alors on va faire la transition parce que c'est la transition. Il est trop fort, il nous fait toutes les transitions. Mais juste pour finir sur la partie data, nous on avait, juste pour finir là-dessus, on avait interviewé une 50aine de DRH l'année dernière où ils disaient quelles sont les compétences qui manquent aujourd'hui auprès de vos équipes et que vous aimeriez développer, et la data en faisait partie. Il y avait aussi la gestion du changement, la gestion du projet. Et c'est pour ça, alors on fait jamais de pub sur ce podcast, mais je vais quand même en faire une fois n'est pas coutume, peut-être qu'il faut qu'on en fasse. On lance avec quelqu'un que tu connais bien, parce qu'on en a parlé à midi tout à l'heure, quelqu'un que tu as formé toi-même, qui s'appelle Arnaud, des conférences data RH, pour vraiment montrer l'importance et commencer à démocratiser ça, et des formations aussi qui vont permettre à certains clients de se dire ok, je veux me lancer dans la data, comment est-ce que j'impulse ça, comment est-ce que je montre qu'il y a de l'importance, et qu'est-ce qu'on peut faire avec les informations dont on a déjà. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter, parce que c'est un sujet qui est extrêmement important, et c'est intéressant d'arriver avec déjà une ouverture et des premiers éléments quick win pour utiliser la data que vous avez déjà chez vous, quoi. À l'heure actuelle, les RH n'ont pas conscience de la valeur de la data qu'ils ont en leur possession, et surtout qu'ils n'utilisent pas. On appelle ça de la dark data, donc c'est des données qu'on stocke pendant des années. Donc ça coûte des moyens en cloud, en stockage, en sécurité, parce que ces données, il faut les garder en sécurité pour pas qu'elles fuitent, etc. Parce qu'elles sont sensibles en plus. Parce qu'elles sont archi sensibles. En RH, on n'a pas de sujet. C'est comme l'IA Act définit tout processus RH augmenté par de l'IA, c'est déjà un processus à risque, un traitement à risque de base. Donc comme ça, on est tranquille, on sait où on va, mais du coup, l'exploitation légitime de ces données-là, je pense qu'encore beaucoup de RH ignorent tout ce qu'ils peuvent en sortir, et c'est une véritable mine d'or. Donc c'est pas la data pour les RH, c'est une priorité. Ouais. C'est trop bien. Allez, on est parti sur le deuxième sujet, je pense. Chapitre 2, l'IA. Ok. C'est vrai que t'es vraiment reconnu. En plus, tu nous faisais voir un article ce midi où t'étais un des acteurs influents
autour de l'IA en France. Et c'est vrai que moi, c'est impressionnant à chaque fois que je te vois. Enfin, ce qui m'impressionne, c'est ta créativité autour de l'IA. Donc là, on va parler un petit peu de l'IA appliquée au monde RH et avoir profité de t'avoir ici pour avoir ton retour d'expérience. Déjà, première question que j'avais, alors elle est un peu biaisée dans la formulation, mais pourquoi, d'après toi, l'IA est une révolution pour les RH? Alors déjà, l'IA est une révolution. Et après, elle vient impacter les RH à d'innombrables endroits et vient complètement secouer la notion même d'exploitation des ressources humaines ou d'accompagnement des ressources humaines. Donc je ne vois pas comment la RH ne peut pas s'en emparer. Presque plus que les autres métiers, j'ai l'impression. Presque plus que les autres métiers, même, absolument. Même plus que les autres métiers. Bah oui, je le reconnais puisque les RH sont quasiment la fonction qui est le plus proche du marché du travail. Puisqu'il faut comprendre le marché du travail pour avoir les codes du marché du travail, pour toujours avoir les bons postes qui puissent attirer. Il faut que je peux pas proposer un job, je sais pas, 20K en dessous ou 20K au-dessus. Je dois faire des benchmarks, je dois savoir ce qui se passe, je dois connaître les nouveaux métiers pour recruter les meilleurs, etc., etc. Donc si le marché du travail est touché, si la notion même de travail, la notion même de compétence, la notion même de métier est touchée, je suis forcément touché. Ouais. Donc déjà, juste dans mon métier qui va de structurer les choses en entreprise, si tout change sur le marché du travail, je suis déjà complètement impacté puisque je suis obligé de repenser mon métier. Ouais. Première chose. Deuxième chose, l'IA, enfin, les RH sont quand même un métier avec pas mal de processus administratifs qui sont légitimes, mais qui sont souvent mal vécus comme des irritants en entreprise. Et donc, là, on a une formidable opportunité de, toujours pareil, continuer à être business partner pour que tous ces processus nécessaires soient le moins irritants possible. Et puis tu vois, on dit d'un manager par exemple qui passe 40% de son temps à faire des processus administratifs. Est-ce que tu mets des noms derrière ces processus? Tu as quoi en tête? Gestion des plannings, gestion d'entretien, gestion d'évaluation, gestion des congés. Quand je dis planning, c'est il y en a un qui est en congé qui va remplacer comment on fait, etc. Tous des sujets d'organisation et ça fait 25 ans quasiment qu'on fait des processus digitaux pour remplacer du papier, mais au bout d'un moment, les processus digitaux, on a remplacé des piles de papier, mais on a des piles de processus digitaux qui sont certes dans des ordinateurs, mais qui prennent toujours du temps. Et ça peut, suivant les boîtes, c'est soit des processus qui sont vraiment digitalisés, soit c'est du contenu Excel à gérer. Tout ça, ça prend du temps. Et c'est exactement pareil pour les RH. Les RH, parfois, ils passent plus de temps devant leurs ordis à gérer leurs derniers bijoux digitaux de gestion. Mais là où on a aussi besoin d'eux, et c'est reconnu, c'est sur le terrain, à accompagner les équipes en ce qu'on dit en équipe naturelle, etc. Et c'est pareil pour les RH. Donc là, on a aussi, pour les managers, on a une formidable opportunité de peut-être repenser et revenir à des valeurs fondamentales de nos métiers, c'est-à-dire le contact humain, l'accompagnement humain, et passer moins de temps sur certes des processus qui sont hyper importants, mais hyper chronophages. Donc voilà. Et puis en plus, le dernier pilier des RH, c'est que vu qu'ils sont un peu au milieu de tout, ils accompagnent ce changement par la formation, par la transformation des choses en entreprise. Ils l'apportent cette formation. C'est un peu comme pendant le Covid où les RH et les managers de proximité ont porté cette transformation où du jour au lendemain, on devait être tout autant efficace, mais en travaillant à distance, avec aussi beaucoup les DSI qui sont investis pour que tout soit disponible à distance. Voilà, mais ils ont vraiment porté ça. Et là, ça va être pareil, sauf que au lieu d'être de l'hybridation entre du travail à distance et du travail sur site, ça va être de l'hybridation entre nos tâches digitalisées traditionnelles et de l'IA. Et donc c'est hyper intéressant de se dire waouh, il y a 3 gros trucs là, c'est un bouleversement qui va un peu impacter quasiment tout le monde, et les RH vont être un pilier pour absorber ça.
Et c'est pour moi même une bonne nouvelle pour les RH, parce qu'on voit parfois des articles qui disent bah moi je me passe de RH, j'ai plus besoin de RH. Tu sais que c'est une nouvelle mode qu'on voit, parce qu'en Voilà, ce moment, des voilà. boîtes comme IBM, j'ai vu la passer, qui se séparent de beaucoup de Ouais, personnes RH. et je pense que c'est potentiellement ça peut être une erreur, parce que je pense que les RH auront tout à démontrer leur valeur ajoutée à ce moment-là. Et des fois on voit des choses comme ça, puis après on voit que les gens reviennent en arrière rapidement aussi. Hein. Je vois aussi que c'est une transformation tellement importante que on voit même aussi des RH qui deviennent complètement, voire même qui absorbent d'autres fonctions. C'est le cas, par exemple, on parlait du Covid à l'instant, Moderna. Je sais pas si vous avez vu passer, mais la DRH, elle a carrément pris le lead sur la DSI. DSI, ouais, c'est incroyable ça. Ah, c'est Parce que, impressionnant. non, c'est pas... C'est précurseur. C'est précurseur, mais Moderna, on peut pas leur dire qu'ils n'étaient pas précurseurs sur l'ARN messager, etc., etc. Bah là, c'est pareil. Et à un moment, il y a beaucoup de dirigeants qui disent à l'heure actuelle, c'est quoi le mix entre SI et RH? Ou par exemple, je veux pas recruter une personne tant qu'on m'a pas démontré, c'est une nouvelle mode chez les patrons, que cette tâche pouvait pas être déléguée à l'IA. Donc en gros, prouvez-moi que ce poste-là est pas complètement automatisable, et là on ira sur de l'humain. Alors c'est intéressant, mais ça a une certaine limite, parce que comme certains patrons qui ont remplacé très vite de l'humain par des chatbots, ils se sont aperçus que ils perdaient l'âme de la boîte, ils perdaient beaucoup de choses, et ils sont revenus en arrière, comme le DG de Klarna, si vous avez vu passer. Oui. Toute sa force de vente, son service après-vente qui était 1500 personnes, il les a licenciés, et puis il en a déjà embauché la moitié. Comme toujours, hein, quand il y a une innovation, tu passes d'un extrême à l'autre, et après tu réajustes le curseur dans la zone de grille. Moi j'aime bien ces gens-là qui font des idioties pareilles, parce que c'est des fail fast qui démontrent aux autres ce qu'il faut un peu pas faire. Ouais. Donc c'est très bien qu'il y en ait qui aient le courage de faire un peu, c'est ce qu'on s'en parlait tout à l'heure quand on faisait des benchmarks. C'est aussi bien des fois qu'il y en ait qui apportent la preuve qu'il faut pas le faire. Et que c'est vraiment... Mais à la fin il s'est même excusé, il disait je ne me rendais pas. Enfin, je sais même pas comment on peut en arriver là, mais... Puis il y a des expérimentations aussi où personne n'y croit et ça marche. Et dans tous les cas, en fait, c'est factuel, tu vois. C'est bien qu'on expérimente. Si ça marche pas, on s'en rend compte, ça consolide une position. Si ça marche, bah après à chacun de choisir qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi. C'est ce que disent les gendarmes quand ils font des enquêtes, on ferme des portes. Et en fait, quand il y a en fait une vague inconnue qui arrive sur nous, comme l'IA, et personne n'est en capacité de dire ce qui se passera, voilà. En tout cas, ça ferme des portes. En disant, là, c'est un truc, on n'ira pas, parce que ça n'a pas de sens, où on va perdre tellement dans notre âme, de nos valeurs, etc., que finalement, le business ira moins bien. Donc, en termes de ROI long terme, ROI large, on est perdant. Donc, on ferme la porte et on continue. Et après, effectivement, il y a des pistes qui étaient un peu insolites, que personne teste, et des fois, ça peut être jackpot ou quelque chose qui est très intéressant. C'est comme ça que ça fonctionne. T'as de la famille dans la gendarmerie? Ça aurait pu. Ok. Je suis lieutenant-colonel dans la réserve. C'est vrai? Citoyenne, ouais. Ah, ok. Attends, mais qui d'autre était venu? Jérôme Frito. Jérôme Frito et quelqu'un d'autre, je crois. Il nous a dit qu'il était en réserve, dans la réserve. Ah oui. Attends, quelqu'un qui est venu récemment? Samuel? Non, je pense pas. Bon, bref, ok. Non. Allez, enchaînons sur la partie. Ouais, pour continuer, du coup, on en a parlé de la révolution que c'est. Effectivement, je suis aussi très près la DRH de Moderna qui est passée DSI en même temps. Parce que je trouve que c'est même, elle a ramené la DSI dans la DRH. Parce que Moderna est une entreprise IA, enfin très liée avec l'IA, quoi. L'IA occupe une place prépondérante en interne. Ils ont 1500 agents IA en interne. Enfin, c'est énorme. Enfin, donc ouais, je suis ça de très près aussi. Et effectivement, IA et RH, et l'IA est un sujet RH et tech, et les deux sont indissociables pour absolument. Moi. Et le risque, du coup, je réponds à la question que j'allais te poser, mais pour moi, curieux d'avoir ton avis, mais pour moi, le risque à ce que les RH ne s'emparent pas du sujet de l'IA, c'est que ce soit un sujet qui devienne tech, avec des effets de bord qui seront gérés en réactif, et du coup, ça va pas être très beau, quoi.
À un moment, ça peut pas être que tech. Parce qu'à un moment, ou alors ça veut dire que ça va faire comme Moderna, mais à l'inverse, ça va être la tech qui va absorber la RH pour pouvoir faire les deux. Mais si... Ça, c'est un peu le modèle IBM. Oui, C'est- mais ils automatisent tout. c'est pareil, on est encore dans de l'expérimentation face à cette transformation. Alors, on est sur des boîtes qui sont très en avance sur toutes ces adoptions. Puisque quand on est dans de la comment ça s'appelle, dans de la medtech, et quand on est dans le conseil, et IBM est quand même sur voilà, toujours été en avant sur l'intelligence artificielle, le quantique, etc., etc. On sait que c'est des boîtes qui vont peut-être ouvrir des voies ou qui explorent des choses, et c'est assez intéressant de les suivre parce qu'on verra si ça fonctionne ou pas. Et voilà, c'est toujours ce même sujet de dire, mais en fait, ils sont en train de préfigurer, c'est de la préfiguration de ce que pourrait être l'organisation d'entreprise dans le futur. Alors, ça va aller vite, mais ça va quand même se faire dans le temps. Je veux dire, moi je me rappelle encore, j'ai connu cette époque-là où toutes les entreprises étaient complètement fermées à Internet. Et maintenant, où on avait des gens qui, comme à l'heure actuelle, disent moi je veux pas travailler avec l'IA, et des gens ils disaient moi je veux pas travailler avec Internet. Bon, maintenant, trouver quelqu'un qui va vous dire je veux pas travailler avec Internet dans mon travail de tous les jours, enfin ça existe même plus. Enfin, on se pose même pas la question en fait. Donc c'est quand même quelque chose qui va venir aussi dans une révolution culturelle, révolution sociétale, etc., etc. Tout est à construire encore. Tout est à construire, mais je veux dire, ça va être tellement diffus que finalement, là, on est en train de préfigurer des choses, mais ces choses-là, elles vont arriver, finalement, qu'on le veuille ou non. Donc, c'est juste que les RH qui veulent pas s'en emparer tout de suite, ils vont juste prendre du retard. Et justement, concrètement, qu'est-ce que vous avez mis en place en termes d'IA côté RH, pas pour de vraiment, entre guillemets, utile, les choses concrètes que vous avez pu mettre en place et qui font gagner du temps aujourd'hui chez France Travail? Alors, on a plusieurs projets, hein, mais il y a un projet en fait qui est vraiment un quick win, mais c'est comment tu vas pouvoir en sortir de la valeur, parce que tu peux mettre des usines à gaz qui arrivent à pas grand chose, et puis des fois il y a un petit truc, bah ça marche. On a un truc qui s'appelle le guide RH Manager. Tu vois, donc c'est un vademecum, un beau dossier, un beau livre qui recrute, qui rassemble tout ce qu'un manager qui est chez France Travail le premier RH de proximité, donc c'est de la déconcentration RH, tout ce qu'il doit savoir au jour le jour pour répondre aux questions. Comment je gère les congés maladie d'une personne qui viendrait. Donc, alors, les congés maladie, tout ça, ça va encore parce que c'est des choses qui peuvent arriver plus ou moins fréquemment quand tu as une grande équipe, etc. Mais il y a des choses qui sont plus rares. Et là, comment je vais gérer un congé sans solde pour faire le tour du monde? Ça arrive pas tous les jours, ça arrive. Comment ça se gère, c'est quoi, etc. Donc il y a toutes ces choses-là pour voilà. Et ça, on en a fait ce qu'on appelle un FTs, parce que chez France Travail, comme il y a ChatGPT, t'as des GPTs, nous on a ChatFT, une sorte de ChatGPT interne, façon sécurisée, privé, etc., privé, etc. Mais on a aussi reproduit le modèle GPT, c'est-à-dire chaque métier peut développer en suivant une gouvernance bien précise, un comité d'éthique IA, etc. Et avec les équipes data et IA de France Travail, on construit des petits chatbots spécialisés. Il y en a un, on l'a entraîné sur le guide RH Manager. Est-ce qu'on appelle des agents? Alors, c'est pas exact. Je préfère dire des mini LLM sécurisés, spécialisés qu'un agent, parce que c'est encore pas vraiment un agent. Mais en tout cas, oui, c'est de l'intelligence artificielle. C'est un début d'agent. Un agent conversationnel
basé sur voilà une base de données très précise. Et là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que je reçois un mail d'un de mes agents qui me demande, enfin d'une personne de mon équipe qui me demande je sais pas quoi sur quelque chose qui est peut-être un peu plus exotique ou qui arrive beaucoup plus rarement. Bah, je peux coller ce mail dedans et il va me faire automatiquement la réponse. Ok. Et je peux renvoyer assez rapidement ou poser la question tout seul et répondre voilà. Et donc ça, c'est des choses qui sont hyper appréciées parce que ça t'apporte un confort j'ai envie de dire quasi immédiat sur des sujets qui peuvent être parfois pénibles parce que je vais pas forcément retrouver tout de suite où j'ai mis ma version papier du truc, ou faut que j'aille fouiller dans l'intranet pour trouver la version PDF. Bon, je vais appeler mon RH. Enfin voilà, au bout d'un moment, alors que là j'ai la réponse tout de suite maintenant. J'ai envie de dire à n'importe quelle heure. Ouais. Et donc c'est pas la partie la plus sexy du job RH de répondre à des questions comme ça qui sont bah, souvent les mêmes. pour le manager, du coup, ouais. ton manager, il a une réponse rapide. Ouais. S'il a besoin de plus d'infos, il peut toujours aller creuser avec le RH, mais il a la réponse immédiate. Et ton RH, lui, il est déchargé de 50 fois la même demande de choses qui n'ont pas vraiment d'intérêt, quoi. C'est juste un rappel de la règle. Ok. C'est pas l'activité qui fait vibrer. Et qu'est-ce que les RH. Après, sous couverture de ce que tu peux partager, mais tu as quoi d'autre comme cas d'usage en cours? Alors après, on a des cas d'usage comme ça, mais pour d'autres spécificités RH. Voilà, pour les RH eux-mêmes. T'as plusieurs chatbots qui sont en live là. Voilà, c'est ça, des choses pour voilà, ou pour des accords de la législation, etc. Donc avoir des réponses plus rapides, pour accompagner un nouveau projet Osiris. Voilà. J'ai un nouvel outil, là je dois Osiris, c'est le nom du SIRH? Ouais, c'est le nom de notre nouveau SIRH, outil SIRH intégré socle. Et le sujet, c'est juste voilà, pareil, une procédure SIRH que je connais pas bien. Je pose ma question et tout de suite j'ai la réponse et j'ai plus qu'à suivre. Donc ça, c'est des choses, on va dire, assez classiques. Après, l'avenir, mais ça doit suivre. C'est que le début et c'est pas voilà, mais ça va être dans des entretiens professionnels du speech to text, par exemple. Donc c'est-à-dire, c'est comme si là on faisait notre entretien. Écoute, Nico, t'as fait une super année, t'as eu tes objectifs. Moi, je te vois évoluer comme ça, comme ça, comme ça. Et là, tu parles et en fait, l'outil vient automatiquement remplir les sections de ton entretien professionnel avec la bonne reformulation, en enlevant ce qu'on appelle les fill words. C'est quand tu parles en langage naturel, les E, A, etc. Les mots parasites, Tous les choses qui ont rien à voir, du style est-ce que je te prends un café ou quoi. Exactement. Et après, on appuie sur un bouton et ça restructure complètement uniquement le cœur du message dans un logage plutôt professionnel, sans réinventer trop les choses pour pas que ça standardise, tu vois. Et sans déformer pour autant. Ouais. Donc on est sur des choses comme ça là. Ça, c'est vous qui avez paramétré votre propre IA pour jouer sur des curseurs. Alors ça, c'est en partenariat avec notre éditeur. Et ça, c'est des choses qui arriveront fin d'année 2025, début d'année 2026, sous réserve de tout le comité d'éthique qu'il y a, les relations sociales. Ouais, parce que etc. là, on passe sur un processus qui devient critique du coup. Enfin, si on utilise l'IA, surtout pour la revue de performance, revue annuelle, il faut être sûr que les organismes syndicaux soient OK. Au niveau IACT aussi. Absolument, il faut que tout soit parfaitement. Donc ça prend, entre guillemets, là, c'est typiquement un projet où la partie conformité est plus longue que le projet. Est beaucoup plus longue que le projet en tant que tel. C'est-à-dire que là, par exemple, la techno, elle est déjà prête. Et ça prendra peut-être encore des mois à ce que ce soit accepté de accompagner, sécuriser, conforme, qu'il y ait eu un dialogue social sur le sujet, etc. Et petite question sur ce genre de choses. Est-ce que vous avez testé, est-ce que vous avez prototypé ça pour être sûr que ça marche? Parce que dans certains cas, on peut avoir 6 mois de dialogue social, de conformité, etc. pour se rendre compte qu'en fait, soit la solution elle marche pas, soit on s'en fout. Est-ce que vous avez pu tester? Alors on a fait des tests et c'est quand même bluffant. Ok. C'est quand même c'est bluffant, et depuis toujours l'entretien professionnel annuel, c'est un incontournable, mais c'est un irritant. C'est-à-dire qu'il y a des boîtes qui ont essayé de l'abandonner,
donc de célèbres boîtes de conseil, et qui sont revenus. Parce qu'à un moment, il faut quand même que tu fasses un point d'étape avec tout le monde sur les objectifs. Le problème, c'était l'expérience que tu vivais. L'expérience est toujours un peu pénible. Parce que, l'expérience est réinventée avec... Et ben là, la promesse dont parle l'éditeur, c'est 15-20 minutes par entretien. Et on le mettrait sur tous les entretiens qu'on a dans l'outil. Donc ça peut faire quand même... alors plus que du temps gagné finalement, mais ça va vraiment être une expérience utilisateur beaucoup plus intéressante. Et comme toujours, ce qui va être intéressant, c'est le temps gagné à pas être en train de taper au clavier, pas de valeur ajoutée. Qui n'a pas de valeur ajoutée, limite qui peut créer des moments de gêne, etc. T'es pas en contact des yeux, etc. Là, tu peux vraiment discuter. T'es là à 100%. Et t'es là à 100%. Et donc, c'est plus court, c'est plus intense, t'es plus dans l'humain. Enfin, c'est tout ce qui nous intéresse, quoi. C'est tout ce qui nous intéresse. Passer 20 minutes à taper, ça met mal à l'aise, c'est pas intéressant. Donc là, on n'est pas vraiment on est sur exactement ce qu'on disait au début. C'est comment on va pouvoir améliorer l'expérience utilisateur, être plus dans la relation humaine. Et c'est même des sujets qui nous intéressent côté France Travail métier, c'est-à-dire comment on va accompagner nos usagers quand ils viennent nous voir en agence, quoi. Okay. D'autres cas dans le futur qui vont arriver que tu pourrais... Après, il y a aussi tout ce qui est exploitation de la donnée qui est intéressant. C'est comment l'IA peut nous permettre rapidement de prendre de la donnée non consolidée, par exemple des verbatim, etc., sur des expériences de, je sais pas, j'ai une formation, etc., et j'ai plein de verbatim, mais je sais pas comment le structurer. T'as juste à faire un peu de data prep, après tu soumets ça à ton IA interne sécurisée, elle peut te faire un plan d'action en disant... voici ce que tous les signaux faibles, segmenter les données, etc. Exactement. Okay. Et même là-dessus, après, te proposer des plans d'action en disant voici les 10 premières formations à faire améliorer. Les verbatim disent qu'ils aiment pas ça. Par contre, qu'ils aient aimé ça. Donc, développe ça, enlève ça. Et c'est hyper puissant. Ça, c'est des petits tests qu'on fait qui fonctionnent très, très bien. Il y a un cas d'usage qu'on a mis en place chez un client et qui était top aussi, c'est harmoniser les offres d'emploi. C'est-à-dire que tu as des offres d'emploi parfois avec des fautes, parfois avec des bullet points, parfois avec c'est inclusif, c'est pas inclusif, etc. Et là, tu les passes à la moulinette et en gros, l'offre d'emploi, elle commence toujours de la même manière, toujours avec le même ton. Tu t'assures qu'il y a toujours les mêmes sections et elle est bien écrite, elle donne envie et à la limite, tu peux même la rendre plus tech pour un profil tech ou plus marketing pour un profil marketing. Ah, ça, c'est un cas d'usage FTIS qu'on a qui s'appelle le Garo. Le Garo, c'est le guide, alors je me rappelle plus exactement, mais en gros, c'est le référentiel pour qu'une offre soit conforme. Ah bah génial. Et en fait, une offre d'emploi peut être non conforme avec des choses très, non valides. Si t'as pas mis Madame, Monsieur, recherche serveur, serveuse, etc., etc. Si tu mets juste serveur ou juste serveuse, l'offre elle est plus légale parce que peu importe, il y a plein de sujets comme ça et donc en fait il y a tout un référentiel qui fait plusieurs dizaines voire centaines de pages à respecter et nous justement on a pour nos agents qui sont forcément au contact d'offres toute la journée, on a un LLM, donc un FTIS, un chatbot qui te permet automatiquement de dire tu peux la pré-rédiger, la mettre, puis critique-moi le truc, puis elle va te dire automatiquement. Ah génial. Améliorer. Ok. Il fallait. J'ai encore deux questions. Ouais, vas-y. La première, c'est donc on a compris que c'est un sujet hyper important pour les équipes RH. C'est comment est-ce que tu t'y prends pour que les RH prennent ce bateau-là côté France Travail? Alors pour le coup, il n'y a pas que les RH à embarquer, il y a tout l'ensemble du personnel, mais les RH, pour moi, ce qui est important, c'est que ils aient la vision de tout ce qui repose sur leurs épaules. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a les trois chantiers qu'ils ont
comprendre le marché du travail qui évolue, comprendre comment leur métier va se transformer et comment ils vont pouvoir accompagner le reste. Donc pour moi, ça doit être ceux qui sont quasiment la tour de vigie de ces sujets-là et de ces changements-là, pour être en capacité assez rapidement de comprendre les choses, pour être en capacité ensuite de les anticiper, de former et d'accompagner, parce que c'est quand ça arrive qu'il faut accompagner, c'est pas une fois que la vague est passée que tu vas l'accompagner. Donc ça c'est assez important. Du coup c'est déjà de faire de l'accompagnement, de la sensibilisation et de comprendre un peu les enjeux qu'il y a derrière et en quoi par exemple le marché du travail peut changer. Parce qu'en fait on voit que toutes les personnes elles peuvent élargir un peu leurs compétences beaucoup plus loin qu'avant avec l'IA. Par exemple, je sais pas, moi je vais pouvoir aller sur un peu de la com parce que je vais pouvoir me faire une affiche avec de l'IA, je vais pouvoir aller plus rédiger des choses un peu plus poussées parce que je me suis entraîné avec des LLM et je peux faire des contenus beaucoup plus quali. Je peux aller faire un business plan, je peux aller traiter davantage de choses, je peux développer une interface web en quelques clics. Donc forcément, je vois bien que mon domaine de compétences il s'élargit. Donc les différences entre les métiers elles se brouillent un peu et donc on voit que même dans des filières complètes il y a des questions qui se posent, comment on va faire évoluer les choses. On voit même que je peux me développer des propres choses assez rapidement, mais du coup il faut quand même un garde-fou là-dedans parce que on ne devient pas développeur comme ça du jour au lendemain. Ça peut laisser des failles énormes. C'est pas parce que j'ai fait une interface web que j'ai pensé à la sécurité derrière. Donc il y a tout le savoir-faire, le hard skills pur, etc. Donc comment tous les métiers ils évoluent là-dedans, comment les repères changent, mais comment on va garder une structure. Et tout ça en fait quand on l'explique aux RH, ils sont ultra réceptifs en se disant mais oui, là je vais avoir ce boulot-là à faire, mais parfois faut juste pas croire que c'est une petite révolution comme ça qui arrive ou une technologie un peu à la mode. Non, là, on est en train de changer les choses en profondeur et c'est des choses qui vont rester. Et comment prendre les bons réflexes. Et aussi, les RH, ils ont un peu ce rôle-là en entreprise, c'est de dire à un moment, là, stop, ça va trop loin. Attention, même, par exemple, on parle énormément de Shadow AI. Donc comment je vais utiliser d'autres outils IA dans mon boulot, voire même peut-être sans le faire exprès exposer des données confidentielles, des secrets d'entreprise, enfin je sais pas quoi, des brevets, tout ce que tu veux. Comment je vais être en capacité derrière de créer des sanctions ou des règles autour de ça pour que ce soit respecté. Ça aussi, c'est dans le rôle des RH. Qu'est-ce qui se passe si des gens ont passé la ligne rouge, mais quelle est la ligne rouge ? Vous l'avez défini ça ? Les règles pour l'instant ou pas encore ? Alors, nous, chez France Travail, les données sensibles, c'est le cœur de notre métier, puisqu'on accompagne. Donc oui, c'est des choses qui sont déjà très développées chez nous, qui n'est pas de ce qu'on appelle des détournements de finalité. C'est-à-dire que, et donc ça, c'est très important. Et oui, c'est suivi de très très près, bien sûr. Et pour reprendre la métaphore de tout à l'heure, c'est aussi quels sont les barrages qu'on met pour s'assurer que la compétence, le savoir-faire, l'expertise soit pas déportée du côté de l'IA et reste bien côté humain. Et puis qu'elle soit pas perdue. Parce que si on délègue trop vite et qu'on dénature, c'est pas des choses qu'on pourra récupérer facilement derrière, et ça met les organisations en porte-à-faux et à défaut sur certains sujets. Donc oui à la transformation, pas n'importe comment. Et c'est là où quand je vois certaines entreprises qui disent on va tout automatiser, j'ai pas besoin de RH. Laissons voir un peu comment ça va se passer, mais théoriquement, en tout cas moi je suis persuadé que cette révolution-là, qui va prendre du temps, et il y en aura d'autres après, si les RH s'en emparent bien dans les entreprises, les structures, etc., on pourra bien s'en sortir. En revanche, si on bypass les RH, je serai le premier à voir comment ça se passera. Et justement, sur la partie de transformation du travail, tu disais qu'effectivement, il peut y avoir des expérimentations où ça va être difficile de revenir en arrière, on peut aller peut-être trop loin. Nous, on a eu beaucoup de demandes d'analyse d'impact de l'IA sur les métiers, et notamment autour des POC qui sont lancés. On va pas citer forcément l'entreprise, mais
toi, en tant que leader RH, et notamment autour de ça, si tu te rends compte que un POC que vous avez lancé va avoir un impact vraiment très fort sur un des métiers, donc c'est-à-dire peut-être le remplacer ou alors montrer que ce métier il est moins important, comment est-ce que tu gères ça? Alors, moi, je suis plutôt à dire... En fait, il y a une mode à l'heure actuelle qui dit qu'on va avoir de moins en moins de hard skills et qu'il faut développer les soft skills. Vous l'avez entendu, Ouais. ça, je suis pas le seul. Or, moi, j'aime bien parler d'IA parce que je l'expérimente moi-même, d'accord ? Et je fais les tests moi-même pour être sûr, donc je suis assez pragmatique. Ce que je vois, c'est que si t'as pas... En fait, il faut encore plus développer les hard skills pour bien gérer l'IA. Pourquoi ? Parce que c'est un peu comme quand on devient manager. Il faut que tu aies quand même connu la façon de faire et l'expertise exacte pour faire les choses, pour être en capacité de les superviser et les déléguer par la suite. Ce qu'on appelle l'expérience. Oui, cette expérience, elle passe par un mélange de vécu et de compétences acquises, mais de savoir-faire. Et cette expérience, c'est les deux. C'est Et à savoir la faire, lumière c'est de vraiment mon... avoir fait le geste. X Voilà, fois c'est ça. pour le Et en maîtriser. fait, tu vas avoir du mal à superviser une IA qui va faire le job pour toi si tu sais pas ce qu'elle fait et si tu maîtrises pas ce qui est fait. Puisque tu n'auras pas la capacité à... Voilà. Et donc, le sujet, c'est par exemple... Quand je fais du vibe coding, donc du vibe coding, c'est que tu développes une application avec des IA qui développent pour toi. Donc à la fin, des fois je fais ça même avec plusieurs outils, donc à la fin j'ai presque un staff de développeurs IA, donc c'est presque du management d'équipe Sympa les week-ends avec Aurélien. D'agents Tu IA. fais quoi chérie? Oh, je suis en train de vibe coder là. Elle a l'habitude. elles ont l'habitude avec mes filles. Le sujet, c'est juste de dire, en fait, au bout d'un moment, si t'as pas la connaissance dans le code et qu'il y a un problème et que l'IA boucle, parce que parfois les modèles, c'est ce qui s'appelle la dérivation des modèles, au bout d'un moment, dans le contexte, il tourne en rond. Si toi, t'as pas la connaissance, en fait, t'es bloqué. Il saura pas... Comme j'aime bien dire, l'IA t'amène quasi instantanément de 0 à 7 sur 10 en perception de valeur, donc, sur une échelle de 10. Donc, t'arrives à délivrer un 7 quasi instantanément avec l'IA. Dans le monde d'hier, on était à 5 sur 10 en moyenne, donc c'est cool, on fait un plus 2, c'est génial. Par contre, si tu veux atteindre le 8 sur 10, le 9 sur 10, voire le 10 sur 10, enfin l'excellence dans ce que tu fais, donc ton savoir-faire, ton expertise, c'est pas l'IA qui va t'amener là. C'est exactement ça. Et c'est ces trois points-là, ces 3%-là, je sais pas, qui sont le plus durs. Ouais. Et en fait, ce qu'on voit en plus, c'est que le 10 sur 10, le passage du 9 au 10, faut être meilleur avant en soft skills qu'on ne l'était avant. Pourquoi ? Parce que en plus l'IA, elle devient tellement performante qu'il faut vraiment être très très bon pour voir les endroits où elle va te challenger, parce qu'elle va être tellement performante et tellement sûre dans sa réponse que ça va être encore plus difficile parce que tu vas demander à quelqu'un de ton équipe et là t'es sûr de ton truc, non faudrait qu'on vérifie et tout, l'IA elle va te dire vas-y c'est bon, y a pas de souci, j'ai géré le truc, et c'est encore plus difficile de voir les signaux faibles, et là où elle a pu se tromper parce que elle est programmée pour nous répondre que tout va bien et nous contenter, et donc du coup avant que ça remplace, pour revenir à ta question originelle, complètement certaines fonctions ou certains emplois, ça va prendre encore un peu de temps. Alors après, des emplois qui sont très administratifs, je pensais à ça, et peut-être en gagner un alors nous chez France Travail, on n'a pas encore mis de cas d'usage qui pourraient remplacer des gens comme ça du jour au lendemain. Voilà, c'est pas forcément le but. Alors on a un but d'efficience, on a un but forcément mais peut-être de recentrer plus sur nos fonctions qui amènent de la valeur au plus proche du terrain et de nos usagers. Mais on voit en fait, ça dépend des secteurs. Il y a certains secteurs où on commence à voir du remplacement. Par exemple, on a vu des entreprises dans le métier de la traduction
C'est sûr que quand on est passé de Google Trad à des modèles LLM qui étaient en capacité de gérer dans plusieurs langues un contexte culturel complet, parce qu'ils ont et donc de faire des traductions vraiment de traduire le sens, pas du mot à mot, avec voilà les références culturelles et les images qui vont bien. C'est vrai que c'est des métiers où c'est compliqué, hein, voilà. Où moi, tu vois, si vous suivez mes publications sur LinkedIn, on voit pourquoi il y a eu pendant 6 mois, si on a un peu moins de séries en ce moment sur les plateformes, c'est parce qu'il y a eu presque 6 mois, voire 1 an pour certaines de grèves à Hollywood, parce qu'il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet où on peut s'amuser à faire des petits bouts de films de Spielberg en quelques minutes sur son canapé, avec des visuels crédibles. Et là, avec des outils comme Veo 3 qui arrivent, on voit que quasiment tout le monde peut le faire. C'est quand même bluffant. Ça Veo pose 3, question. C'est Google. Hein, Veo 3, c'est un modèle qui fait l'image, enfin, qui fait une vidéo complète avec les bruits, le dialogue, le son, le contexte, tout en une fois. Donc là, mais justement, en fait, je te posais la question, c'était pas complètement innocent, parce qu'il va y avoir certains métiers qui vont pouvoir quand même être plus touchés que d'autres. Comme tu l'as dit, les métiers très administratifs, la traduction, etc. Et j'ai l'impression que le DRH va être le porte-parole de à quel point l'emploi est social, à quel point l'emploi, on le garde et on évite l'époque, on va pas automatiser ça. Parce qu'à grande échelle, en fait, ça risque quand même d'avoir un impact plus grand. Et ça va être le DRH qui va pouvoir porter en disant, ok, bah, soit effectivement on utilise l'IA et du coup il va falloir upskiller ou faire quelque chose avec les personnes qui faisaient de la traduction, pour prendre cet exemple-là. Soit on dit, bah, on n'utilise pas l'IA parce qu'on a envie de garder nos traducteurs et on fait comme ça. Il va y avoir un enjeu de société, quoi, qui va être porté par les DRH. Oui, tout à fait. Et puis il y a aussi la création de tous les nouveaux métiers. Tous les nouveaux métiers. C'est vrai. On n'est pas particulièrement ému que le soir maintenant il y ait plus des personnes qui passent allumer les lampadaires au gaz. Ça existe plus. Bon, on vit avec, et ces gens qui faisaient ça à cette époque-là font des métiers peut-être beaucoup plus intéressants. Tu remontes ta chaîne de valeur aujourd'hui. Donc il va y avoir forcément d'autres métiers qui seront peut-être dans la supervision de l'IA, dans la compréhension de l'IA, etc. Donc on arrive peut-être vers une sorte de nouvelle révolution, mais qui sera pas industrielle, mais en tout cas du travail moderne tel qu'on conçoit à l'heure actuelle. Et ça, effectivement, toujours pareil, hein, ça va être quoi la bonne dose? Ça va être quoi la bonne dose de mélange d'expérience qu'on appelle figital, hein, de quand je vais avoir un produit ou un service, ça va être quoi la boussole aussi de mon client? Qu'est-ce qu'il va vouloir comme physique, ou d'interpersonnel, et qu'est-ce qu'il va vouloir en termes d'humain. Je trouve que le bon exemple, c'est Klarna, comme on le disait tout à l'heure, où en fait, c'est les clients qui voulaient des vraies personnes en face, en tout cas quand elles le souhaitent. Et donc, au lieu de tout passer en humain ou tout passer en chatbot, il y a un premier rideau chatbot, et ensuite si je veux parler à un humain, je parle à un humain. Ça revient comme tous les arbres, quand on appelle, on a les services, puis après voulez-vous rentrer en contact avec un conseiller, oui. J'aime bien l'idée de dose, c'est un peu le poison est dans la dose. C'est-à-dire que c'est vraiment une question de dosage, et nous on va devoir, tous les leaders RH vont devoir vraiment fixer la bonne dose au bon endroit. J'aime bien moi voir l'histoire aussi de ce qui se passait avec les comptables à la sortie d'Excel dans les années 80. On disait en fait le métier de comptable, c'est un métier qui va disparaître. Il y a Excel maintenant, on n'a plus besoin, quoi. Et en fait, ils ont remonté la chaîne de valeur, et nous comptables, il est indispensable. Pour nous, on n'a jamais eu autant besoin de comptables, et surtout, ils sont jamais été aussi difficiles à trouver. Aussi pénuriques, c'est vrai. Donc la question à se poser, c'est comment est-ce que je remonte la chaîne de valeur et puis il va falloir observer, tout simplement.
Et voilà, regarder là, voilà, et surtout être en capacité de toujours apporter de la valeur. Et moi, j'aime bien dire à la fin, de toute manière, ça va être les clients qui décident. Oui. Parce que si l'expérience usagée, l'expérience client, elle est dénaturée, ça ramène forcément stratégiquement voilà. Et là, ça apporte quelque chose qui est important pour moi et que je vois encore pas suffisamment souvent, c'est que l'IA, elle doit être portée à un niveau stratégique, un peu comme une boussole au niveau de l'entreprise, directement alignée sur les valeurs, les objectifs et l'impact que veut avoir l'entreprise ou l'organisation, et pas juste une gestion de différents POC à droite à gauche ou de cas d'usage pour dire c'est bon, je suis dedans. Quoi, hein, c'est voilà. pour ça qu'on voit des Chief IA Officer qui sont en train d'émerger. Bah ouais, c'est important, mais il faut pas que ce soit leur affaire à eux, il faut que ce soit l'affaire de tous. Ouais. Je dis que j'avais une deuxième question. Alors, juste, est-ce qu'on peut faire juste une pause timing? Je sais pas du tout à quelle heure on a commencé. C'est juste pour savoir où on en est et savoir comment on lève la tête du guidon. Faut aller. Ça fait combien de temps à peu près? Une heure. Ok. Parce que je pense après on va pouvoir, tu vois, l'angle 3, c'est pas forcément le plus utile. Ok, très bien. Cool. Mais nickel, et tu nous disais, il va falloir qu'on te... Enfin, c'est parfait. Là, c'est... D'accord. Ouais, j'allais te dire, moi je suis toujours mise en situation. Je suis RRH dans un grand groupe. Je suis convaincu qu'il faut qu'on se mette à l'IA. Par contre, autour de moi, j'arrive pas à fédérer, à embarquer... mon équipe, ma direction qui me dit ouais non on verra plus tard, c'est pas la priorité, on est déjà sous l'eau. Qu'est-ce que je peux faire pour créer le déclic? C'est difficile de créer le déclic seul comme ça quand on a déjà essayé de se faire écouter et qu'on n'est pas écouté. Et après il y a quelque chose qu'on a dit d'hyper important tout à l'heure quand on parlait du consulting, etc., c'est l'expérience qu'il peut y avoir autour de nous. Et donc dans ces cas-là, faut pas hésiter à participer à des conférences, des colloques, etc. Si je suis cette RRH là, pour lier des connaissances, comprendre ce qui se passe dans les autres entreprises et à rentrer en contact avec peut-être un ou une RRH qui aurait vécu des très bonnes expériences ou qui a des résultats concrets en termes de transformation qu'on peut valoriser pour dire après écoute je suis RRH, je vais voir mon DRH ou ma patronne du développement ou mon patron du développement RH, etc., en disant écoute voilà ce que je pense de l'IA, ou voici ce que je pense de ce qui se passe des transformations diverses actuelles technologiques. Je sais que eux ils ont fait ça et ça a amélioré cet irritant ou ce problème-là que nous on rencontre aussi. Ça serait bien de faire un déj ou de se rencontrer, etc., pour que t'aies des personnes qui sont à ton niveau, qui ont mis les choses en place et qui en récoltent déjà les bénéfices. Voilà. Donc moi, c'est vrai que j'aime bien apporter cette vision-là, faire un pas de côté et dire comment les autres font et est-ce qu'il y en a qui ont déjà réussi pour que ça nous inspire. Comme ça, déjà, on sait qu'on se lance dans la bonne voie. Et puis surtout, là, c'est des faits. C'est pas juste. Donc, ce que tu dis, c'est comme ça. T'es pas jugé parti en interne. Tu ramènes quelqu'un d'autre. Tu ramènes une preuve aussi que ça fonctionne. Et avec des gens qui sont à peu près dans la même situation que toi. Donc, les gens peuvent. Enfin, le management va pouvoir facilement se dire. Et en fait, pourquoi pas nous, quoi. Ouais. C'est ça. C'est semer la petite graine là. Une fois que la petite graine là, elle est plantée. Plus qu'à laisser pousser. Ok, top. On fait l'arc que tu veux après. L'arc que je veux, tu me laisses choisir moi? Ouais, vas-y. Franchement, moi j'aurais envie d'aller directement sur les 3 conseils. Si tu me demandes vraiment. Ouais, parce qu'on a un peu couvert. Après, on pourra revenir en arrière s'il faut. Mais on a quand même préparé ce podcast. Alors, on les prépare rapidement. En gros, on choisit les thèmes avec nos invités. Et les questions restent... vous avez les coulisses du podcast, on garde les questions pour nous. Et il y a quelque chose qu'on t'a partagé parce qu'on donne tous les deux des cours dans un IAE qui est super, qui est un IAE, un Master 2 de RH, qui est un des masters de Michel Barabel, avec des étudiants qui sont incroyables. Moi, la première fois que j'y suis allé, je me suis dit
qu'est-ce que je vais retrouver? Enfin, c'est à la fac, j'ai eu une très mauvaise expérience personnelle à la fac où c'était pas ça. Et je me suis dit, mais je vais donner un cours, mais comment, à quelle sauce je vais être mangé? En fait, ils sont incroyables. Ils sont d'un sérieux exceptionnel. Et surtout, en fait, Michel m'a dit, c'est parce qu'ils étaient sélectionnés. Il y a 30 places sur 800 personnes qui postulent. Ah ouais. J'ai un petit peu compris pourquoi. Et j'avais fait l'exercice. Je leur ai demandé qui de vous a envie de devenir DRH plus tard. Et même avec ces esprits brillants, il y a eu très peu, voire pas de mains qui se levaient. Je sais pas si c'est parce qu'ils acceptaient pas leur ambition ou quoi. Mais en tout cas, je pense que on t'avait posé la question, si toi, et pour les jeunes RH qui nous écoutent, s'ils se disent, bah, moi, j'ai une ambition, j'ai envie de gravir les échelons, j'ai envie d'avoir une belle carrière dans la RH, ce serait quoi tes conseils? Et en fait, tu nous avais donné des insights hyper pertinents. Donc, on a envie de les repartager. Je te repose la question. Alors, déjà, totalement en accord avec l'IAE Paris-Est, où c'est un bonheur d'intervenir et je reviens certainement autant enrichi qu'eux à chaque fois que j'ai le plaisir d'y aller. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a une sorte de presque de tabou ou de honte de parler d'ambition en ce moment chez nos étudiants. Et c'est pour ça qu'on voit un peu une crise de vocation sur le management ou sur la RH, mais c'est pour devenir DRH, mais c'est parfois aussi quelque chose qui se dit pendant tes premières années de carrière où tu te dis finalement, mais peut-être pourquoi pas moi, quoi. Ouais. C'est-à-dire que DRH, parfois, tous les DRH que je connais, si on leur avait demandé à la sortie de leurs études, est-ce que tu seras DRH? Il y en a beaucoup qui m'auraient dit certainement pas moi, parce que voilà, tiens, toi, t'es venu à la RH alors que tu viens de la tech. Tu pensais, si on t'avait dit peut-être il y a quelques années, t'aurais peut-être pas dit je vais m'intéresser à la RH, et je trouve ça passionnant. C'est la RH. On y arrive on tombe dedans, en fait. On tombe dedans, puis après on y reste par conviction, quoi. Et donc c'est hyper ou par passion, et je trouve ça hyper intéressant. Et après, ben dans ce chemin-là qu'ils vont emprunter et qui les amènera on ne sait pas où. Il y a effectivement des choses qui restent, je pense, valables, peu importe la filière qu'on prend, qu'elle soit RH, tech, sales, marketing, etc., etc. C'est tout d'abord la performance. Faut être un travailleur précis, rigoureux et qui délivre pas trop vite, pas n'importe comment, parce qu'il faut faire attention de pas se cramer, mais avoir une performance, on va dire, régulière. Faut être un peu un marathonien, un performeur dans la durée, mais qui sait s'écouter et qui sait comprendre son équilibre, qui connaît ses propres limites. Voilà. Donc, ça veut dire quoi, performer? Ça veut dire atteindre les résultats, les dépasser, les exploser? Trouver déjà un bon équilibre de vie et puis prendre du plaisir dans ce qu'on fait pour faire le job, mais aussi parfois ramener un petit quelque chose. Et en ce moment, il y a un truc qui est assez à la mode, c'est quand même les side skills. C'est comment j'ai aussi d'un savoir-faire dans ma vie personnelle que je peux aussi ramener parfois dans ma vie pro pour montrer un peu que voilà, j'amène aussi quelque chose de différent, etc. Tu peux illustrer avec des exemples? Par exemple, moi qui fais des films en IA, comment je vais être en capacité de redessiner une formation sur du SIRH en serious game ou en quelque chose qui s'en rapproche beaucoup, pour rendre quelque chose qui fait pas forcément rêver hyper sympa, et on crée mieux les savoirs. Donc, ça veut dire dans tout le scope de RH, trouver quelque chose qui nous passionne vraiment et y aller à fond. C'est un exemple, mais voilà, c'est juste pour dire, voilà, il faut avoir la performance, puis n'hésitez pas à rajouter 2-3 petits trucs, parce que ça permet de construire quoi? Ça permet de construire le deuxième sujet dans une carrière qu'il faut gérer, c'est l'image, et c'est sa propre image dans l'entreprise, la manière dont les gens vont vous percevoir, et ça c'est quelque chose qui a toujours été important, et c'est toujours été tabou aussi. Mais t'en parles librement parce que c'est vrai en fait. Mais pourquoi il y a certains collègues que tout le monde admire, tout le monde lui il est incroyable, et d'autres collègues dont on parle pas, etc. Il y a des gens, alors
Parfois c'est naturel, c'est le charisme, etc. Parfois c'est quelque chose qui est soigneusement travaillé, mais effectivement qui est plutôt tu parce que ça se dit pas. Mais en tout cas, savoir travailler son image et la perception de votre travail et de vous-même vis-à-vis de vos collègues, c'est hyper important. Si je provoque, je pourrais te dire que c'est de la politique. Oui et non, mais en fait c'est quelque chose, l'image qu'on a et la perception qu'on a du travail et de la personne, c'est aussi important au travail qu'en politique. Mais c'est valoriser son travail, savoir le valoriser et pas juste être et même trop humble. Sa personne, même sa personne, parce que des fois on peut être la personne de la situation. On va pas dire ça va être les compétences de la situation, ça va être la personne. Parce qu'à un moment tu vas représenter non seulement des compétences, mais aussi une dynamique, aussi une personne qui par son interpersonnel, par ses soft skills, par la manière dont les autres l'aperçoivent, va pouvoir mieux gérer les choses que. Et parfois les gens se disent mais pourquoi ça a été lui et puis pas moi? Mais c'est que généralement cette personne a bien géré les choses. Et enfin il y a le dernier point. Pardon, excuse-moi, juste sur cette partie-là, qui est hyper importante, parce que c'était une de mes premières leçons dans ma vie de consultant. Savoir se vendre. Et alors, dédicace à Alexis, peu de chance qu'il nous écoute, parce qu'il est resté dans la tech. Mais j'avais tendance à bourriner et à faire 100% de mon temps dédié au travail et à avancer. Et il m'avait fait comprendre qu'en fait, il fallait que je travaille 70% de mon temps et 30% que je markete ce que j'ai fait 70% de mon temps. Donc je le fasse savoir. Et en faisant ça, c'est vrai que ça a changé beaucoup de choses. Et je dirais même qu'il faut aller plus loin. C'est pas forcément que comme ça, c'est aussi juste travailler la relation, la confiance. Market au sens large. Non mais faire savoir ce que tu as fait, ok, mais aussi c'est créer la relation de confiance pour que tu sois un prestataire sur qui le management ou la personne qui va te commander la prestation sache qu'elle puisse se reposer sur toi et que la prochaine galère ou le prochain truc, là j'ai la bonne personne. Et voilà, en fait c'est même pas travailler, savoir se vendre, c'est penser comment les gens vont vouloir t'acheter en fait, enfin t'acheter quand t'es consultant, mais comment vont vouloir faire appel à tes services de manière générale. Donc c'est en gros comment tu vas pouvoir travailler le fait d'être la personne de la situation dans des moments où tu as envie d'être, parce que des fois faut pas surmarketer, parce qu'après le pire c'est d'être la personne de la situation et puis pas faire l'affaire après. Donc c'est toujours pareil, poison, dosage. Mais c'est intéressant parce qu'on pour une boîte dont je pense pas dire le nom, mais on organise un hackathon pour résoudre des challenges de l'entreprise. Et du coup, on va sélectionner, avant d'annoncer le hackathon à tout le monde, on va déjà sélectionner quelques ambassadeurs pour que quand on annonce le hackathon, on dit il y a déjà ces ambassadeurs qui ont dit oui, et généralement c'est des ambassadeurs qui sont vus, parce que si on présente des ambassadeurs que personne connaît, ça va attirer moins de monde. Donc on en a sélectionné avec la DRH et la CEO. Et la CEO que j'ai vue cette semaine m'a dit pensez à un tel, parce que lui, il arrive à challenger ce que je dis. Il arrive à me dire oui, mais ça j'ai bien aimé, par contre ça c'était pas encore très clair. Et en fait, je pense que quand on est jeune professionnel ou moins jeune, il faut aussi qu'on puisse s'autoriser de se dire comment est-ce que je peux apporter de la valeur à cette personne, et c'est pas juste je suis 4 crans en dessous, donc cette personne elle est inatteignable. Si je peux lui apporter de la valeur en disant franchement j'ai vu que vous avez beaucoup bossé sur ce projet, c'est génial, je suis vraiment content d'en faire partie, etc. C'est ce branding, c'est ce réseau, et c'est ce qui fait que la CEO d'une boîte énorme a pensé à telle et telle personne qui sont N- je sais pas combien. Mais ça c'est une super leçon. Pourquoi ? Parce que la personne, elle a pas travaillé son image auprès de la CEO là. Elle a travaillé son image comment ? Elle a travaillé son image en disant je travaille pour l'intérêt supérieur de la boîte. Ouais, exactement. L'intérêt et c'est en fait c'est ce qu'on cherche de manière ultime, c'est-à-dire d'avoir une personne qui va se permettre de reprendre une CEO très bien, très influente, ultra compétente, en disant là je pense qu'il faudrait qu'on fasse comme ça, et en plus réussir à retourner son opinion en disant en ayant convaincre parce que et là quand la CEO dit ah oui effectivement tu as raison, c'est peut-être encore mieux comme ça, là tu rentres automatiquement dans une espèce de bulle de confiance en disant là il y a quelqu'un sur qui je peux m'appuyer. Exactement. J'ai une béquille en plus,
et si j'ai une voilà et en fait c'est pas un truc narcissique. C'est juste faire savoir aussi à un moment que tu peux être cette personne-là qui va travailler pour la boîte et donc être dans les personnes de confiance sur qui le management va se reposer. Pourquoi ? Parce que aussi, comme on le disait tout à l'heure, tu vas pas ramener des problèmes supplémentaires. Tu vas aider à les résoudre dans l'axe qu'on a voulu donner dans l'entreprise. Et donc cette image-là qu'il faut cultiver en interne, c'est aussi important de la cultiver en externe. C'est le troisième du coup. Alors c'est pas tout à fait le troisième, enfin oui presque, parce que il y a le troisième sur l'image à l'externe, mais aussi le réseau. Parce que ça aussi c'est des questions qu'on s'est tous posées. Des fois on voit une personne qui est peut-être moins douée que soi, qui a moins d'ancienneté, etc. Et on comprend pas pourquoi cette personne-là, elle est positionnée à cet endroit-là, alors que nous, on voulait le poste et on l'avait fait savoir. Ça arrive à tout le monde. C'est soit que la personne, elle a mieux performé, mais on le sait pas. Soit qu'elle a mieux travaillé son image et qu'elle a fait des quick wins ou mieux aidé les bonnes personnes à un moment. Soit parce qu'elle a un réseau ultra fort. Et ça, la partie réseau ultra fort, c'est quelque chose qui est c'est pareil, on n'en parle pas forcément, mais il y a certaines boîtes qui le poussent, travaille ton réseau. Il y a certaines boîtes où c'est quasiment tabou parce qu'on n'en parle pas. Ça, c'est vu parfois sous un mauvais angle, piston ou je sais pas quoi. En fait, c'est quelque chose qu'il faut quand même travailler parce que aussi bien pour son entreprise que pour soi-même. Parce que on voit aussi de plus en plus d'entreprises qui poussent tout ce qui est ce qu'on appelle l'employer advocacy, c'est-à-dire des personnes qui prennent la parole au nom de l'entreprise sur les réseaux sociaux, mais même de manière informelle, etc. Mais en disant, regardez, ça donne envie. Il y a des personnes influentes qui partagent des choses, qui ont des convictions, qui sont reconnues par leurs pairs, par leurs collègues, etc., etc. Ça profite à la fois à l'entreprise et à la fois à la personne. Pourquoi ? Parce qu'on est reconnu en interne et on est reconnu par ses pairs sur le marché. C'est quand même aussi rassurant. Moi, j'ai quelqu'un de mon équipe où les autres dans le CAC 40, ils disent lui, il est super, tu l'as dans ton équipe, etc. Ça met en valeur France Travail. Non, mais là, c'est pas forcément. Là, je parle en général, pas forcément pour France Travail, mais je pourrais dire. Je suis fier d'avoir cette personne dans mon équipe et en plus j'ai d'autant plus envie d'en prendre soin parce que sinon je sais que elle peut même partir parce que voilà. Ça amène une tension. Non, alors une tension volontaire ou pas, c'est pas le sujet, mais le sujet c'est que j'ai la bonne personne au bon endroit et que je vais aussi tout faire pour la garder. Donc ça c'est hyper intéressant. Et puis c'est hyper valorisant pour l'entreprise. Parce que l'entreprise, ça montre qu'elle a parmi les personnes les plus influentes qui travaillent pour elle. Et ça amène une certaine goodwill, une bonne réputation. Et puis ça attire d'autres talents en disant, attends, lui, il travaille là-bas, il est super content, je l'aime bien, j'adore ce qu'il fait, pourquoi moi j'irais pas, quoi. Ouais, trop bien. Bon, c'est cool. Donc, pour les jeunes RH et les moins jeunes, en tout cas, c'est le concept de ce podcast, c'est pour les leaders RH d'aujourd'hui et de demain. C'est des conseils, n'ayez pas peur de les tester. Testez-les si vous n'êtes pas encore tout à fait à l'aise. Testez-les par petits bouts. Essayez de sortir de votre zone de confort si jamais c'est pertinent. Vous allez voir, les fruits sont hyper importants et ça peut vous promettre une belle carrière que vous méritez certainement. Donc allez-y Performance, image, réseau. Trop bien. On va peut-être conclure. Ouais, tranquillement. Donc, conclusion d'un petit rituel où je commence des phrases et je vais te laisser les terminer pour moi. Ok ? C'est parti. Du coup, première phrase. Aujourd'hui, les équipes RH ont l'opportunité de prouver une fois de plus leur valeur dans une période de révolution. Ok. Demain, les DRH seront des boussoles de l'humain parce que on n'a jamais eu autant de digital et on n'a jamais eu autant besoin d'humains. Le sujet chaud du moment, c'est comment éviter tous les bruits parasites et rester la tête froide sur une stratégie cohérente et assumée. Okay.
Mon opinion à contre-courant des autres, c'est que... C'est que je l'ai dit tout à l'heure, il faut pousser les hard skills plus que jamais pour être en capacité d'avoir d'user à bon escient nos soft skills et donc de bien gérer les IA, les agents IA et compagnie. Et ta plus grande leçon dans le monde pro, c'est? Patience et résilience. Énigmatique. Non, parce que parfois c'est son moment, parfois c'est pas son moment. Des fois, il faut garder la tête froide et puis avec les tips que j'ai donnés tout à l'heure, il n'y a pas de raison qu'à un moment ça arrive pas. Ouais, croire dans le temps long. On a beaucoup de collègues ou d'amis dans la vie qui parfois attendent un poste ou avaient une opportunité, ça s'est pas produit. Faut rester droit dans ses bottes, conserver les bons réflexes et un jour ça payera quoi. Ok, super, merci. Fin de ces petites questions. J'ai quelques questions pour la toute fin. C'est quoi la question qu'on te le pose le plus en tant que leader RH? En tant que leader RH, la question qu'on me... c'est comment tu fais? Comment tu fais pour avoir autant de sujets sur la table et pouvoir t'en sortir entre les équipes, on a bien compris que tu es un agent IA, Aurélien. Les sujets, les transformations en cours, la compréhension de ce qui se passe, l'accompagnement. Il y a des questions qui se posent partout et des fois on me dit mais en fait comment tu fais? Et la réponse est je sais pas. Okay. Et une nouvelle tradition qu'on va instaurer. Quelle question aimerais-tu qu'on pose au prochain leader RH qui sera à ta place? C'était une question que tu pouvais poser. Comment tu fais? Non. Et toi, comment tu fais? Ouais, et toi, comment tu fais? Non, mais c'est vraiment sa perception des choses. Enfin, quelle est? Mais c'était ta première question, je crois. Hein, quel est l'enjeu RH actuel et comment toi, pourquoi tu crois que la RH a jamais été aussi importante? Parce que pour moi, on est vraiment dans une période où je pense que la fonction RH on n'en a jamais eu autant besoin et je pense qu'on le sait pas, on l'ignore encore et je trouve ça passionnant. Donc, en quoi tu penses que la fonction RH est indispensable? Ouais, à l'heure super actuelle. question. Ça sera posé, tu auras la réponse dans l'épisode d'après. Trop bien. Quel est le livre que tu recommandes ou que tu offres le plus de ton côté? S'il y a un livre que tu devais offrir pas forcément un livre RH, peu importe. Il y en a un, enfin il y en a plusieurs, voilà. Mais il y en a un que j'aime beaucoup parce que en fait il y a pas mal de gens qui me demandent, on pose plus de questions sur l'IA que sur les RH. C'est comment je peux m'y mettre de manière soft. Et il y a un livre que j'aime bien d'une personne que j'aimerais bien rencontrer, mais que j'ai pas encore eu l'occasion, mais j'espère que ça se fera. C'est une personne qui s'appelle Laura Siboni et elle a fait un livre qui s'appelle Fantasia. Ce livre-là raconte en fait un peu démystifie un peu l'IA en disant qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça n'est pas, sous forme un peu de conte et d'histoire. Donc c'est ultra accessible pour des personnes qui diraient tiens je veux me mettre à l'IA maintenant. Et je trouve que c'est pas mal parce que ça permet de pas rentrer direct de manière brutale par un livre de Python ou un truc un peu alambiqué. Et tout de suite les gros mots. Voilà. Mais c'est pas un gros mot, c'est très bien le Python. Mais en tout cas, voilà, d'y aller d'une manière assez soft et hyper intéressante. Et vous avez vu que j'aime bien les métaphores et c'est un peu c'est un peu comme ça. Et c'est un super bouquin, y compris pour l'été ou les vacances d'hiver, quoi. Ok. Et toute dernière question, si tu pouvais glisser dans le creux de l'oreille un mot au Aurélien qui était à l'ESC Clermont et qui faisait du rugby, du coup j'ai cru comprendre à l'époque. Qu'est-ce que tu te dirais avec tout ce que tu as appris sur ton chemin pro? À part les chiffres du loto. Par rapport à... Non, mais, bref, t'inquiète.
Il a dit à part les chiffres du loto. Ah oui, alors ça, oui, forcément. Retour vers le futur. L'almanach, bon, change rien. Ok. Vas-y comme tu le sens, parce que ça me plaît bien. Trop bien. C'est trop cool. C'est vrai qu'on a un dernier rituel. Ouais. On a un dernier rituel, j'arrive. Ah. On a un dernier rituel. Qu'est-ce que c'est ? Pour te remercier des petites. Merci. Le bois Colombes, malgré les accidents voyageurs et tout ça. Voilà, c'est vrai que tu as traversé Spéculoos. Paris avec accident voyagre, tout ça en train, donc tu as ramené des petites sucreries de Belgique. Du coup, ouais, de chez moi, du coup, de Belgique, avec les créateurs du Spéculoos, de la maison d'Andois. Tu nous en diras des nouvelles. Et un livre qu'on te remet qui était du précédent invité qu'on a eu, et qui était Samuel Durand, qui est le livre qui l'a lui le plus marqué. Donc on fait un passage de relais entre livres inspirants pour des leaders RH inspirants. Samuel que j'apprécie énormément. Ah bah écoute. Et on trouvait que le clin d'œil, du coup il s'appelle Un monde sans travail, et le clin d'œil avec France Travail auprès de qui tu évolues depuis quasiment 10 ans était sympa, et que ça devrait créer de beaux déclics. Mais c'est passionnant. Alors j'échange aussi beaucoup avec Jérémy Lamry, Ouais. et qui est quelqu'un que j'adore également, et un de ses posts il disait récemment qu'il y a je crois 15 000 personnes qui vivent dans le monde sans même avoir un terme pour le travail, parce que le travail n'existe pas en tant que tel. Donc je trouve ça hyper intéressant, surtout moi qui travaille chez France Travail, Ouais. de se dire il y a des sociétés, alors certes très petites, dans des endroits un peu exotiques, mais qui arrivent à vivre sans même le terme de travail. Tu nous en diras des nouvelles. Eh ben merci. Et dernière chose, alors là c'est vraiment tout nouveau, t'es le premier, mais on a des nouveaux carnets, je t'en donne 2. Comme ça tu peux en donner un à quelqu'un de ton équipe, qui tu veux, ou qui tu veux d'ailleurs, même pas quelqu'un de ton équipe. Et un évidemment pour toi, c'est des petits carnets où il y a notre nouveau logo. Alors logo qui est pas encore totalement officiel, mais quand l'épisode sortira, ce sera le cas. Et voilà, on est content, on adore ces petits carnets, on les trouve trop beaux, ils sont vraiment dans notre charte, voilà, et comme ça tu pourras Haut et noter fort tout la ce que transformation RH que tu incarnes à ton échelle. Eh ben merci. On peut voir si Je on suis peut le gâté. montrer. Je sais pas, on fait des premiers tests, mais franchement on le trouve trop classe, donc on a envie de Je pense qu'ils verront rien. te le partager. Je Ouais, pense qu'ils verront ils verront absolument rien, mais c'est pas grave. c'est là que ça se joue. Surtout si nous écoutent en audio, comme moi. Ouais. Mais trop cool. Merci beaucoup en tout cas, Ouais, Aurélien. c'était C'était trop cool, franchement. un plaisir une discussion de vrais geeks passionnés sur la data et Je l'IA. crois chez Ardisson. T'es un super modèle. Paix à son âme, mais Et, sur un plateau télé. Allez, voilà, le dernier D'ailleurs, vos album. dernières questions, elles sont un peu à la Hardisson. C'est Ouais. Termine le... Attends, j'essaie de terminer parce que là, on est proche des 2 heures, donc il faut on peut ouais. terminer officiellement pour libérer nos auditeurs Ok. mais c'est cool. Et après, on peut faire un petit chat si vous voulez, les amis. Ouais, carrément. Mais voilà, merci en tout cas beaucoup Aurélien, c'était trop cool pour la richesse de ton partage et ta transparence, et au plaisir de se retrouver à un prochain épisode. Ouais, carrément. À bientôt tout le monde. Merci. Ciao. Au revoir. Merci.